Mesdames, Messieurs, bonsoir, rebonsoir pour la plupart d'entre vous, puisque vous êtes là depuis 19 heures. Donc, merci de votre fidélité. Deuxième journée des rencontres Sciences et Humanisme, 8e session, consacrée à Plus belle la vie. On change de registre après Jean-Michel Beignet qui nous a, je dirais, vraiment bouleversés. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, oui. Ça fait 8 ans que je fais ces rencontres. Et l'intervention de Jean-Michel Beignet comptera parmi les plus belles interventions qu'il m'ait été donné d'entendre, d'écouter. Et je suis ravi de voir à quel point il a collé au sujet. Et je le remercie encore chaleureusement. Ce soir, on change de registre, on part dans l'espace, donc avec un astrophysicien, Jean-Pierre Bibring. Alors, Jean-Pierre Bibring, c'est quelqu'un que j'ai toujours rêvé d'avoir, depuis longtemps. Il ne le sait pas, mais j'ai essayé de le dévoyer auprès de Camille Reeves, qui est la femme d'Hubert Reeves. Parce que Jean-Pierre Bibring est pratiquement l'ami intime de Camille et Hubert Reeves, et c'est grâce à leur intervention que ce soir vous pourrez entendre, voir Jean-Pierre Bibring. C'est un personnage assez hors du commun dans la mesure où il est peu commun de s'intéresser dans son travail au quotidien à un objet céleste qui est la planète Mars. Si vous levez la tête, je ne sais pas si on la voit ce soir, je suis aveuglé par les projecteurs, il y a peut-être de la brume, mais Mars est constamment au-dessus de nos têtes. Et Jean-Pierre Bibring, lui, s'y intéresse. Il va nous dire non seulement pourquoi, comment, et il a participé à de nombreux programmes d'exploration spatiale. Parmi ceux-ci, donc, j'ai noté là encore sur mon instrument technologique, iPad, high-tech, parce que je suis un geek. Donc, notre astrophysicien à l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay, professeur de physique à l'Université Paris-Sud, est responsable de plusieurs programmes d'exploration spatiale, comme je vous le disais, de Mars et des comètes. Il est l'un des principaux acteurs de l'exploration martienne, responsable de l'instrument Omega de Mars Express. Il est à l'origine d'une chronostratigraphie minéralogique de la planète Mars. Travaux qui ont fait progresser de manière considérable la compréhension de l'histoire géologique de la planète Mars. Et tout particulièrement de l'histoire de l'eau. On en parlait hier avec Hervé Cotin, on va y revenir certainement ce soir. Cette histoire est déterminante pour la question de la vie possible sur Mars. Jean-Pierre Bibring intervient à haut niveau sur plusieurs programmes spatiaux de premier plan. On peut citer la mission Cassini-Huygens, conjointe entre le JPL et l'ESA, qui a étudié Saturne et ses satellites, notamment Titan. Et actuellement, la mission MRO, Mars Research Observer, de la NASA, en orbite autour de la planète Mars depuis le printemps 2006, ainsi que les missions Vénus Express et Mars Express de l'ESA. J'ai le plaisir d'accueillir pour vous ce soir Jean-Pierre Bibring, ainsi que Léa Maté. M'accompagne mon assistante. Après, on va le virer, d'accord. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir, merci. Alors, ça c'est ton micro, voilà. Et on va laisser Léa démarrer donc la présentation. Vas-y Léa. Oui, bonsoir Monsieur Bibring. Bonsoir, bien sûr. Alors, lorsque j'ai lu votre CV, ou du moins vos travaux, j'ai été partagée par à la fois de la fierté et de la surprise, parce que vous êtes français et que les travaux que vous faites sur l'exploration martienne, dans la tête de chacun d'entre nous, elle est reliée à une seule institution,
une institution américaine, la NASA. Alors la question que je vais vous poser tout d'abord assez naïvement est de savoir quel rôle joue la France dans l'exploration envers Mars. Est-ce qu'elle vous soutient ou est-ce que vous êtes totalement rattaché à la NASA ? Non, je ne suis pas du tout rattaché à la NASA. C'est vrai que pour un petit peu tout le monde, l'exploration spatiale d'une manière générale, et en particulier de la planète Mars, est essentiellement faite par les Américains. C'est faux. Les Américains, bien sûr, ont un rôle majeur là-dedans. Ils ont des capacités technologiques ancrées dans plusieurs décennies. Ils sont très bons là-dedans. Mais l'Europe, pour elle-même, et la France très fortement dans l'Europe, a contribué aussi à cette exploration. J'en dirai quelques mots. En particulier, en Europe, on a une agence spatiale qui s'appelle l'Agence spatiale européenne, l'ESA, qui est payée par les pays. Et nous, les Français, nous sommes payés par le CNES, notre agence spatiale nationale, pour contribuer au programme. Et une grande partie des découvertes, dont certaines je vais vous parler ce soir, ont été faites non pas par des missions américaines, mais réellement par des missions européennes. Et c'est vrai que je trouve remarquable qu'on ait ce genre de possibilité de parler de ça, parce que c'est vrai qu'il faut dire que les Américains sont meilleurs que nous pour parler des choses. Donc dès qu'ils trouvent quelque chose, tout le monde le sait, même quand ils ne trouvent pas, d'ailleurs tout le monde le sait. Mais nous, même quand on trouve, on ne le dit pas. Donc voilà, c'est très bien que ce soir, on ait la possibilité de parler. Je ne parlerai pas bien sûr que des choses européennes, je parlerai aussi des choses américaines, mais c'est vrai qu'en France, on est très soutenu par notre agence spatiale. Et voilà, c'est bien de pouvoir le dire. Quand est-ce qu'on s'est intéressé à la planète Mars ? À partir de quelle époque on a dit, tiens, c'est sur Mars qu'on va diriger nos recherches ? Alors, il y a très longtemps, bien sûr, qu'on s'intéresse à la planète Mars, en particulier pour ces affaires d'exobiologie, comme on disait hier, pour savoir si la vie a pu démarrer ailleurs que sur Terre. Beaucoup de gens ont pensé que les petits hommes verts venaient de là-bas. Si la question est depuis combien de temps on s'intéresse à l'exploration spatiale, au sens propre du terme, c'est les Américains qui ont commencé avec des missions Mariner, mais surtout Viking, en 1976. Le grand décollage de l'Europe, c'est au début des années 2000. C'est à partir de 2003 que l'Europe a décidé d'envoyer des sondes, une sonde d'abord, et de participer, comme vous le verrez si on va jusqu'au bout, aux prochaines étapes de l'exploration. Donc maintenant, l'Europe est un partenaire majeur depuis une bonne dizaine d'années, on va dire. D'accord, mais c'est parce que c'est la planète la plus proche, la plus accessible ? Non, ce n'est pas la plus proche, ni la plus accessible, c'est même difficile d'y aller, à vrai dire. Oui. Mais c'est celle dont on pense qu'elle a le plus de potentialité pour nous dire ce qu'était tout le début de notre exploration, tout le début de la formation de l'évolution du système solaire. Et en particulier, on est à peu près convaincu que pour autant que la vie ait pu émerger ailleurs que sur Terre, c'est sur Mars. Et on a, en particulier grâce à nos travaux du reste, identifié les endroits sur Mars qui vont encore préserver cette mémoire. Et on sait que si on va sur Mars, dans ces terrains-là, on pourra peut-être répondre à cette question de savoir si la vie a pu émerger ailleurs que sur Terre. Est-ce qu'en apprenant plus sur Mars, on en apprend plus sur la Terre ? C'est ce que j'espère dire ou démontrer dans les minutes qui viennent, mais la réponse, bien sûr, est oui. Sur Terre, à cause de ce qu'on appelle la géologie, le fait qu'on mette à zéro en permanence la mémoire, il y a beaucoup de mouvements à la surface de la Terre, c'est très difficile de remonter dans le temps, et en particulier dans le temps très ancien, le temps où probablement la vie a émergé, on n'a pratiquement plus de vestiges de cela, tout a été effacé. Il se trouve que Mars en a gardé la mémoire. C'est pour ça que je dis que si la même chose s'est passée sur la Terre et Mars, c'est sur Mars qu'on le saura, et c'est même sur Mars qu'on pourra comprendre comment ça s'est passé sur Terre. D'où l'idée d'aller voir sur Mars. Cela dit, il se peut très bien que ça n'a démarré que sur Terre. C'est une partie de ce que je vais essayer de raconter tout à l'heure, qu'en fait, le vivant n'est pas forcément quelque chose de générique. Il se peut tout à fait que Mars n'ait jamais connu cela. Et d'ailleurs, qu'aucun d'autre objet dans le système solaire, et peut-être dans la galaxie, n'ait connu la même chose. Et le problème, c'est que si on ne trouve rien, ça sera très difficile de démontrer que ce n'est parce qu'il n'y avait rien à trouver. Une démonstration négative est absolument impossible à faire. Donc, c'est toujours le problème. Mais ça va de mieux en mieux. Bien sûr. Je me rappelle d'un tout petit épisode, d'une anecdote à propos de cette exploration de la planète Mars. Entre parenthèses, on peut avoir des images absolument superbes, soit des images reconstituées, mais alors on vit une époque quand même formidable, puisqu'on a de belles images de cette planète. Il suffit d'allumer son ordinateur et on les voit. Je trouve ça extraordinaire. Et alors, cette anecdote est la suivante. Il y avait un robot, sans doute connais-tu son nom, on lui avait demandé de faire quelque chose, et voilà que ce robot s'est mis à faire tout autre chose. Il ne voulait plus faire ce qu'on lui demandait de faire. Tu te rappelles de cet épisode ? Pas sous cette forme-là. Donc j'imagine. Non, j'essaie de reconstituer ce que ce pourrait être. C'est vrai que il y a eu la mission Viking en 1976 des Américains. Ils ont attendu 20 ans pour repartir. Ils sont repartis en 1996 avec un tout petit robot qui s'appelait Pathfinder pour redémontrer leur capacité de se poser avec des airbags. C'était un tout petit robot de la taille de ce bazar-là. Et ils se sont posés avec des airbags et une plateforme d'où est parti le rover. Donc il y avait la plateforme qui communiquait avec le rover. Et ce qui est terrible, c'est qu'au bout d'un moment,
la plateforme envoyait des ordres au rover. Certaines fois, ça se faisait. D'autres fois, le rover ne voulait pas le faire. Mais ce qui est dramatique, c'est de penser que ce qui est mort le premier, c'est la plateforme. Le petit rover, il est peut-être toujours en train de tourner, de faire des signaux, et personne ne lui parle. Quand même, hein. Un petit étu. Mais écoute, Jean-Pierre, on va se faire un plaisir d'écouter cette conférence et on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Petit robot qui faisait ce qu'il voulait. Ça, c'est le petit fauteuil qui fait ce qu'il voulait. Bien, comme j'ai le projecteur, je ne vous vois pas, mais c'est pas grave. Donc, je vais à nouveau essayer de dérouler cette histoire de la question de savoir si on est seul dans l'univers. Et peut-être par complément de cette remarquable conférence qu'on a eue juste avant la pause, moi, je vais essayer de faire justement l'éloge de la diversité, essayer de montrer qu'il n'y a pas un chemin unique de l'évolution, il n'y a pas nécessairement un développement de la vie vers l'homme et de l'homme vers le post-moderne dont on parlait tout à l'heure ou du post je ne sais quoi. Il y a une diversité de possibles. Et ça va être, s'il devait y avoir un sous-titre à ce que je vais dire là, c'est vraiment cela. Et je vais essayer de vous le démontrer. Donc, il y a beaucoup de représentations de ce que pourrait être la vie dans l'univers. Ici, ce que je mets simplement, c'est mon adresse email pour ceux dont je le sais qui sont... En général, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est après qu'on a envie de poser des questions, donc n'hésitez pas à prendre mon adresse et correspondre après, toujours une bonne chose. Vous n'êtes pas obligé de lire tout ce que je vais mettre là. C'était plus pour moi de me souvenir un petit peu des choses, mais... Cette question de la vie dans l'univers, et ce sera ça ma phrase d'introduction quelque part, c'est que, bien sûr, il y a longtemps que la question se pose. Mais c'est juste maintenant que cette question rentre dans l'ère réellement scientifique. C'est-à-dire qu'on peut se la poser dans une approche réellement scientifique avec des vraies mesures, des modèles que l'on se fait, des prédictions observationnelles, et donc on rentre dans cette démarche scientifique. Et donc pour l'essentiel, cette question de savoir si on était... seul dans l'univers, elle a répondu jusqu'à très récemment, et à vrai dire pour l'essentiel encore aujourd'hui, à des dogmes. Beaucoup de gens, et je suis sûr qu'une grande majorité ici, ne se posent même pas la question. Pour eux, c'est une évidence qu'il y a de la vie ailleurs. La question de savoir s'il y a de la vie ailleurs, à nouveau, ne repose pas sur une réalité quelconque. Il n'y a aucune observation qui nous dit qu'il y a ou qu'il n'y a pas de vie ailleurs. Ça repose sur tout à fait d'autres choses que de la science, des dogmes, mais ça peut être une vision même hérétique de dire non, c'est pas possible, que Dieu n'ait créé qu'un espace, le nôtre, et il a une infinité dans l'univers. Bref, il y a énormément de raisons de cela. Je ne vais pas être long là-dessus, même si c'est passionnant en soi. Mais pas mal de gens ont essayé même de rajouter de la science en disant simplement si c'est un problème de probabilité, il y a tellement de mondes possibles dans l'univers que forcément il y a un autre endroit où le même genre de personnes se réunissent après avoir mangé de la même manière pour se poser la même question devant le même auditoire, etc. Et donc cette question de probabilité est importante. Je ne sais plus si j'ai mis quelques chiffres après, mais il faut réaliser que certes, et je reviendrai là-dessus, on le sait maintenant, il y a des planètes probablement autour de la plupart des étoiles que l'on voit dans le ciel. Il y a des milliards, et même plus que ça, d'étoiles dans une galaxie, des milliards de galaxies, et des milliards de milliards dans le langage courant. Dans le milliard de milliards, c'est l'infini. C'est-à-dire qu'il y a une infinité de mondes, et si une infinité de possibles, forcément, il y en a un autre semblable au nôtre. Pourtant, des milliards, ce n'est pas si gigantesque. Il y a autant d'étoiles dans la galaxie que d'êtres humains sur cette planète. Et personne ne se pose la question de savoir s'il y en a deux pareils ici, parce que quelque part, inconsciemment, on sait bien que le nombre de combinaisons de 24 chromosomes avec 24, il est incommensurablement plus grand que des milliards, et même certainement que des milliards à la puissance de milliards. Donc finalement, en termes de probabilité, comme on va le voir, ce n'est pas forcément si énorme que cela. Et si je dis ça tout de suite, c'est pour dire que il faut aussi éventuellement s'habituer à cette idée que la question qu'il n'y ait pas de vie, sans parler d'hommes bien sûr, mais même de vivants, de bactéries comme on le disait hier, dans l'univers, peut être une véritable question. Et il faut s'y habituer, il faut que notre cerveau l'accepte pour une réalité, pour autant que peut-être bientôt on en aura la conviction. Alors il y a deux dogmes à nouveau qui sont hors de la sphère scientifique sur lesquels les choses ont toujours reposé, y compris d'ailleurs dans le monde scientifique. Le premier, c'est des dogmes, c'est cette idée que
l'évolution de l'univers, c'est l'évolution d'une complexification croissante. L'univers va dans le sens de choses simples vers des choses de plus en plus compliquées. Et on part donc d'atomes en bas. Ensuite, à partir d'atomes, on fait des molécules. À partir de molécules, on fait des molécules dites organiques, comme on l'a défini hier, c'est-à-dire avec du carbone, de l'azote dedans. Et forcément, si on a le temps, ces molécules-là, elles vont donner naissance au vivant. On ne connaît pas le processus, mais on se dit, voilà, il y a une chaîne de complexification. Et on l'a vu tout à l'heure, au sommet de cette chaîne de la vie, il y a l'homme, et au sommet de l'homme, il y a le cerveau humain, et etc., etc. Et donc, il y a une chaîne de complexité croissante. Et une partie de ce que je vais dire aujourd'hui est liée à ça. C'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir comment, finalement, nous tous ici, nous sommes faits que de 4 petites particules, de quarks qui sont des sous-constituants des atomes. Et on a tous exactement les mêmes particules, simplement dans des arrangements différents. Et les arrangements que la physique a construits au cours du temps a donné cette incroyable diversité qu'on voit aujourd'hui, et dont je rapporte évidemment celle-ci. Tout le monde peut mettre au sommet de cette pyramide qui l'entend. Et cette chaîne de construction comme ça, progressive, il faut qu'on apprenne progressivement à se dire que non, elle n'est pas unique. Il peut y avoir une très grande multiplicité des possibles d'évolution. Et que notre propre évolution, elle suit l'un d'entre eux ici, mais on pourrait très bien en concevoir d'autres. Et est-ce que les autres vont inclure ou pas la vie à un moment donné de leur évolution, ici ou plus bas d'ailleurs? Peut-être que oui, peut-être que non. Les deux sont, aujourd'hui en tout cas, possibles. Une chose est vraie, et ça c'est un des grands progrès de la physique de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est de se dire l'homme et le vivant d'une manière générale a une histoire, et cette histoire, elle se fond avec celle de l'univers dans son ensemble. C'est-à-dire que c'est vrai que l'essentiel de ce qui nous constitue, des particules jusqu'à tous les assemblages, et ce sur quoi nous sommes, c'est-à-dire les étoiles et les planètes, s'est construit patiemment au cours de l'évolution de l'univers. Donc, on a bien une histoire qui se fonde dans l'histoire de l'univers. Cela ne veut pas dire que cette histoire est unique et qu'il n'y a qu'un seul type d'évolution possible. Et c'est ça que ce soir, je voudrais en fait illustrer de 2 ou 3 processus assez simples pour essayer de vous convaincre de cela. Le deuxième dogme est un dogme auquel je me réfère souvent parce que je pense qu'il était très important. C'est ce qu'on résume en général par la pluralité des mondes. On parlait beaucoup d'Internet tout à l'heure. Il y a vraiment quelque chose qui me choque très violemment quand on ouvre Wikipédia avec pluralité des mondes. Vous faites ça et vous tombez sur Fontenelle parce qu'il a écrit un livre là-dessus. Et on ne cite pas M. Giordano Bruno ni les 2 autres que j'ai cités ici, qui sont Démocrite et Épicure, qui sont vraiment les références par rapport à ça. Et un mot là-dessus. L'idée est née probablement bien avant, mais Démocrite déjà, 400 avant Jésus-Christ, avait sorti des textes remarquables là-dessus, qui ont été repris entre autres par Épicure un siècle après, 300. Et je vous conseille vraiment d'acheter ce petit livre. Vous savez, dans les gares, on trouve cette collection Librio à 2 €, avec des textes souvent remarquables. Et il y a des textes d'Épicure, 3 lettres en fait, pour 2 €. Vous avez 3 lettres, c'est tout petit, hein, c'est 40 pages au total. Et je vous conseille de le lire parce que c'est extraordinaire, de penser ce qu'était la pensée il y a 2 millénaires. Et vous verrez en lisant ça que Hérodote, et donc c'était longtemps après Démocrite lui-même, sortait effectivement cette idée, mais qu'il démontrait. Il démontrait qu'on ne peut pas être seul, qu'il y a forcément une infinité de mondes dans l'univers. L'univers a souvent et presque tout le temps été pensé comme infini dans l'espace et dans le temps. Il n'y a pas de limite à l'univers. Et il démontre pourquoi, dans un monde infini, il y a forcément un nombre de mondes infinis. Et il termine en disant qu'il n'y a donc rien qui empêche l'existence d'une infinité de mondes. Donc cette idée de la pluralité des mondes, bien sûr, elle est très ancienne, cette idée, mais elle n'était basée sur aucune observation. On ne peut pas vraiment dire que c'était une observation, une démonstration scientifique. Et peu de temps après, d'autres, bien sûr, Grecs en l'occurrence, ont mis à plat l'ensemble de ce modèle pour arriver à cette notion de Terre centrale unique qui était basée essentiellement sur l'observation que chacun fait toute la nuit, qu'on a l'impression que tout tourne autour de la Terre. Et si tout tourne autour de la Terre, avant même de penser la rotation de la Terre, pourtant qui était comprise à l'époque déjà, il y a l'idée qu'on peut expliquer tous les mouvements en mettant une Terre centrale au centre de l'univers. Donc la Terre a rapidement acquis, en tout cas dans nos sociétés, un rôle central. Et avec cette difficulté que les gens avaient avec la Terre au centre de repérer et d'expliquer le mouvement, donc ils ont créé des épicycles, puisque le mouvement parfait c'était le cercle, il fallait expliquer qu'effectivement tout tourne autour de la Terre, y compris le Soleil qui était sur une trajectoire ici. Et on sait bien que c'est Copernic qui a fait ce pas gigantesque. J'aime pas trop en général d'ailleurs mettre sur une personne une idée, souvent d'ailleurs c'est collectif, et puis bon,
on résume un peu trop fortement. Mais c'est vrai qu'on se souvient que Copernic, dans un texte de 1543, dont je rappelle que c'est l'année de sa mort, c'est-à-dire que c'était tellement hérétique qu'il n'a pas pu le publier de son vivant, il a sorti cette idée qu'effectivement les planètes tournent autour non pas de la Terre, mais la Terre elle-même tourne, comme on le voit ici, autour du Soleil. Si vous lisez ce texte, d'ailleurs, vous verrez que le mot Soleil n'est pas prononcé. Il fallait quand même que la Terre soit là-dedans, et donc les planètes tournent autour du centre de l'orbite de la Terre, ce qui, bien sûr, voulait dire le Soleil à l'époque. Mais le plus important, peut-être, c'est ce qui s'est passé juste après. Copernic a véritablement ouvert une brèche. Ça peut paraître un peu hasardeux de parler d'histoire ce soir là-dessus, mais vous verrez pourquoi j'y tiens, parce que je pense que ça a tissé réellement ce sur quoi encore l'essentiel des gens naviguent au niveau de leur mode de représentation. Giordano Bruno est né 5 ans après la mort de Copernic. Et il était prêtre, évidemment, comme tous les culturés de l'époque. Et il était à Padoue, où il y avait les textes de Copernic. Et c'est lui qui a rajouté à l'idée de Copernic cette idée. Il a bien sûr pris pour argent plus que comptant cette idée de Copernic fondamentale, mais il a rajouté cette idée tout à fait incroyable de dire tous les petits points qu'on voit dans le ciel, qu'on appelle des étoiles, sont de même nature que le Soleil. Soleil et étoiles sont de même nature. Quand on voit ce qu'il a fallu ensuite, jusqu'au XXe siècle, pour comprendre qu'effectivement le Soleil est une étoile, c'était ce qu'on appelle en général une intuition géniale. Bien sûr, il n'y avait rien à nouveau de base scientifique à ça. Mais il a proposé qu'effectivement, tous les petits points lumineux soient des soleils. Et il a rajouté à cela l'idée de Copernic, c'est-à-dire que si ce sont des soleils, eh bien, il y a des planètes autour. Et comme il y a une infinité d'étoiles, eh bien, il y a une infinité de soleils. Et c'est comme ça qu'il a repris l'idée de la pluralité des mondes à son compte. Et il est mort en 1600, c'est-à-dire très jeune, et comme vous le savez probablement, de cette idée de la pluralité des mondes qui veut dire en clair que la Terre n'a rien de particulier, que la Terre est parfaitement banale, générique, comme un des objets de l'univers, exactement au même titre que les autres. C'était tellement hérétique, encore plus hérétique que ce que disait Copernic, que lui... et donc la vie existe ailleurs, il a été brûlé vif, comme vous le savez probablement, le 17 février 1600, c'est-à-dire 33 ans avant le procès de Galilée, dans un endroit que vous ne pouvez pas ne pas connaître. Il est au centre de Rome, dans la place qui s'appelle le Campo dei Fiori, et si vous allez à Rome, il faut aller sur cette place, parce que sur cette place, où il y a le restaurant La Carbonara, qui est très bon d'ailleurs, il y a au centre de ce restaurant, au centre de cette place, cette statue-là, et personne ne sait que cette statue était en fait l'emplacement de son bûcher. 1600, et ça dit à quel point c'était difficile. Et donc, l'Inquisition était l'Inquisition, mais se heurter à l'idée que la Terre n'est pas centrale était quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, quelque part, j'exagère bien sûr, mais c'est agréable de mettre le balancier dans l'autre sens, tout ce qui s'en est suivi, les 4 siècles de physique jusqu'à aujourd'hui, de mon point de vue, elles ont pour l'essentiel essayé d'instrumenter cette vérité, cette réalité, qu'effectivement, les lois sont partout les mêmes, que ce que Copernic et Giordano Bruno ont proposé est quelque part fondamentalement vrai. Et ça s'est fait par paliers. Je vais bien sûr aller maintenant à l'échelle de la seconde pour dire les choses. Galilée d'abord. Galilée qui, première chose qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait? Il est à Venise. Il s'installe avec les doges, là. Et qu'est-ce qu'il fait avec les doges? Il leur montre avec cette lunette qu'il venait de récupérer en 1610, la première lunette, donc 10 ans après la mort de Giordano Bruno. Il montre quelque chose d'extraordinaire et puis il les montre ensuite là-bas. Et je vais simplement vous montrer au sommet du campanile ce qu'il fait en leur montrant. Il fait un dessin en même temps de ce qu'il est en train de voir, et ce dessin, je le trouve extraordinaire. C'est jour après jour ce qu'il observe en voyant, ça c'est Jupiter, c'est le symbole de Jupiter que vous voyez là, jour après jour. Il s'aperçoit qu'autour de Jupiter, un jour, il y a une étoile à droite, 2 à gauche. Ici, il y en a 3 à droite. Ici, il n'y en a plus que 2 et 1, 3 et 1, 4. Il découvre ce qu'ensuite on a appelé les satellites de Galiléen. Il démontre qu'autour de Jupiter, il y a des objets qui tournent. En d'autres termes, non seulement, Giordano Bruno a raison, il y a du mouvement partout autour des étoiles, mais il y en a même dans notre propre système. Le Soleil n'est pas le seul centre du mouvement. Il y a du mouvement partout dans l'espace. Et Jupiter, en étant le meilleur exemple, il y a du mouvement autour de Jupiter, puisqu'on voit jour après jour des satellites qui tournent, même s'il n'en avait pas, bien sûr, une conscience si propre. Après quoi, Kepler qui montre que les trajectoires sont elliptiques, et Newton, bien sûr, d'une manière extraordinaire, dont Marc a parlé hier, qui formalise pour la première fois cette notion de mouvement par ce qu'on appelle la gravité universelle. Et il faut voir que le cosmos, qui avait été donc proposé comme mot cosmos par opposition au chaos,
le chaos des Grecs, le cosmos c'était l'ordre, devient réellement l'univers, au sens où les lois sont universelles. C'est-à-dire que dans tout l'univers, à toute échelle, ce sont les mêmes lois qui opèrent. Et ça, c'est une des bases sur lesquelles la physique s'est construite aujourd'hui. On trouve partout la même chose. Et puis de siècle en siècle, je prends simplement une étape qui me sera utile plus tard. Au milieu du XVIIIe siècle, Kant, le philosophe, et Laplace, le mathématicien, séparément, et à pas mal de décennies d'écart, proposent quelque chose d'extraordinaire, en opposition à ce que Buffon, lui, proposait. Buffon proposait que dans le système solaire, il y a les étoiles, il y a l'étoile centrale et les planètes, mais que les planètes étaient formées d'une manière discrète, ce qu'on appelle la théorie catastrophiste. C'est des bouts de soleil qui partent à un moment donné parce qu'il y a des effets, lui pensait que c'était comme des effets de marée, ou parce que le soleil tournait vite sur lui-même et qu'il y avait la force centrifuge qui éjectait des morceaux, qui allaient se condenser. Ça donnait les planètes. Il n'y avait rien qui permettait à l'époque de savoir que le système solaire avait un âge unique. Eh bien, au même moment, Kant et Laplace, eux, ils ont fait l'hypothèse opposée, si je puis dire, qui est que le Soleil et les étoiles, le Soleil et les planètes se sont formés d'un même objet, d'un même nébuleuse, comme on disait à l'époque, qui s'est effondrée sur elle-même et qui a donné au centre une étoile et autour des anneaux dans lesquels les planètes se sont formées. Et donc, c'est une idée importante, bien sûr, dont je vais utiliser, bien sûr, un peu tout à l'heure, qui reprend un peu celle, quelque part, de Giordano Bruno. Il y a autour de toutes les étoiles des planètes, et c'est le même processus, en fait, qui forme les uns et les autres. En tout cas, ça a été proposé comme tel au XVIIIe siècle, et ça n'a été démontré comme valable qu'il n'y a que 30 à 40 ans, en fait. On vient juste d'acquérir la certitude que c'est bien comme ça que ça s'est fait, et pas par la théorie de catastrophie. Et donc, tout d'un coup, cette notion donne la notion de système. C'est bien un système, c'est bien la même chose qui va fabriquer une étoile et des planètes. C'est bien le même matériau. Et qui dit système veut dire que planètes, dans leur diversité, et étoiles ont quelque chose de très commun au niveau de leurs origines. Les conditions initiales, comme on dit, semblent les mêmes. Et ça va nous drainer les siècles suivants d'observation jusqu'à très récemment. Et je mets simplement une étape de plus pour dire que cette notion de pluralité des mondes a pris énormément de formes, dans l'une par Schiaparelli qui a donné naissance à un modèle qui a été utilisé jusque très récemment. Au télescope, il avait déjà un télescope de près de 2 mètres, il voyait des structures à la surface de Mars, du sombre et du clair, et il croyait voir des choses comme ça. Et ces choses-là, il a appelé ça des canaux. Vous voyez, Et Lowell a interprété ça en disant, oui, ce sont des canaux, parce qu'il y a de la glace au pôle, on savait qu'il y avait des calottes polaires qu'on voit bien au pôle, et il y a des habitants ici qui ramènent l'eau dans l'équateur parce qu'ils habitent ici parce que le climat est meilleur, mais ils n'ont pas assez d'eau, et donc les canaux sont là pour ramener de l'eau. Lowell a proposé ça au début du XXe siècle. Il a eu beaucoup d'argent pour ça. Il a construit un observatoire en Arizona qui fait d'ailleurs toujours de très grandes choses. Et en d'autres termes, au début du XXe siècle, Mars n'était pas seulement un monde habitable, comme on dit, mais même un monde habité, puisqu'on postulait que des gens faisaient des canaux d'irrigation. Donc, c'était comme ça jusque très récemment, en fait. Et au moment où le spatial a démarré, et c'est là qu'une véritable révolution a démarré, comme vous allez voir, enfin, j'en suis personnellement convaincu, on était totalement dans cette logique-là. C'est-à-dire que quand le Sputnik, le 4 octobre 1957, a été lancé, c'est la pluralité des mondes qui était le dogme dominant pour l'essentiel des gens, et en particulier l'essentiel des scientifiques. Je vous rappelle ce que c'était que le premier Sputnik. Je ne vais pas être long, bien sûr, là-dessus, parce qu'il faut... D'ailleurs, je dis à Jean-Noël que quand tu vois que je suis trop long, il faut m'arrêter, parce qu'il y a souvent des bifurcations où j'aime bien me mettre. Et une chose importante que les Soviétiques ont fait, puisque c'est eux qui ont démarré l'ère spatiale, c'est que très peu de temps après le premier Sputnik, les Soviétiques ont non seulement mis en orbite un satellite qui tournait autour de la Terre, et pour ça il faut une certaine vitesse, 8 km par seconde pour faire le tour à peu près en 1h30, mais si au lieu de 8 km par seconde on pousse à 11 km par seconde, alors on a assez d'énergie pour quitter l'attraction terrestre, et donc fabriquer quelque chose qui va devenir une sonde interplanétaire, qui va quitter notre propre système. Et c'est ce qu'ils ont fait en janvier 1959, où pour la première fois ils ont envoyé une sonde vers le plus simple des objets à atteindre, si on peut dire, qui était la Lune, et ça a été la première sonde interplanétaire. Je le cite parce que pour la suite, ce que je vais raconter maintenant, à savoir la découverte que l'on a pu faire de ce que sont réellement les mondes planétaires, ça a été vraiment l'âge zéro. Et donc, ils ont fait ça et ils ont déjà fait des premières expériences. Et juste après, on le sait, ils ont envoyé, ça c'était en fait avant Luna, hein, ça c'était 1 mois, vous vous rendez compte qu'1 mois après le premier Sputnik, on était tellement convaincus qu'il y avait de la vie ailleurs qu'on était convaincus que la vie pouvait aussi aller ailleurs. Et ils ont envoyé un petit chien, la petite Laïka, dans l'espace, dont on sait qu'ils savaient qu'elle ne pourrait pas revenir parce qu'il n'y avait pas de capsule de rentrée encore à l'époque. Ils en ont eu très peu de temps après. Et
pour fêter le 2e anniversaire du Spoutnik, c'est pour dire la vitesse à laquelle les choses sont faites, ils ont envoyé déjà la 3e sonde vers la Lune. Et cette fois-ci, au lieu de viser la Lune, ils ont décidé de viser juste à côté pour passer derrière. Et tout d'un coup, ils se sont dit, mais c'est extraordinaire, si on passe derrière la Lune, pour la première fois, on va voir quelque chose que l'homme n'a jamais vu, puisque la Lune, bien sûr, pointe toujours la même face vers nous, on ne sait pas ce qu'est la face cachée. Ils se sont dit, on va aller observer l'inobservable. Et le spatial, tout d'un coup, est devenu la possibilité qu'on avait d'aller regarder quelque chose que l'homme ne pouvait pas voir depuis la Terre. Je vais passer rapidement parce que ce n'est pas le plus important, mais pour montrer que tout ce dont on parle, ce sont des hommes qui l'ont fait quelque part. Et on ne peut avoir de bonne représentation que s'il y a de l'information qui vient. L'information, c'est des mesures, c'est des gens qui y pensent, et un petit nombre de gens, mais qui sont en général géniaux, comme ceux qui ont, en quelques mois, conçu la première caméra capable de faire des images de l'autre côté de la Lune. Mais bien sûr, la caméra ne revenait pas ici. C'est une anecdote, mais intéressante. Il faut réaliser que pour faire des images derrière la Lune, à l'époque, faire des images, c'était envoyer un appareil photo. Donc, ils ont envoyé un appareil photo. Mais bien sûr, ils n'ont pas récupéré la pellicule, qui était des plaques photographiques. Donc, ils avaient mis à bord de leur sonde, et ils ont fait ça en 6 mois, quand on voit ce que ça veut dire, un système pour développer, fixer et révéler et fixer la plaque à bord, et ensuite, avec un petit filament, envoyer des électrons à travers, un petit photomultiplicateur de l'autre côté, et mesurer la densité de l'argent sur la plaque, transformer cette densité en un train d'onde qu'on a récupéré ici, sur Terre, et ça a donné l'image que vous voyez là-bas, qui paraît de piètre qualité comparée à ce qu'on a eu 10 ans après avec les missions Apollo, mais il faut voir ce que ça représentait. Et entre autres, on a montré que la face cachée ne ressemble pas du tout à la face qui nous fait face, mais c'est une autre affaire. Et puisque j'étais dans Apollo, sur la figure de gauche, je veux dire, il y a une chose, c'est aussi, il y a eu une rupture importante qu'on ne réalise jamais. Après Gagarine, dont je ne parle pas ici, le 12 avril 1961, les Américains voyaient les Soviétiques, c'était quand même la guerre froide, il faut imaginer pour les plus jeunes d'ici ce que ça voulait dire, c'était vraiment la guerre, presque au sens propre du terme, que des gens réputés être au niveau du Moyen-Âge faisaient première sur première, le Spoutnik, Luna, Laika, etc. Et donc, ils se sont dit, il faut répondre à ça. Et la réponse de Kennedy, qui était le président de l'époque, a été absolument extraordinaire. Il a dit, en décalant un petit peu le lendemain du vol de Gagarine, il a décalé d'1 mois son discours sur l'Union. Et le 5 mai 61, il a dit, avant la fin de la décennie, il y aura un Américain sur la Lune. Comme vous le savez, il n'a pas pu le voir, vu qu'il a été assassiné l'année suivante. Mais le programme Apollo a continué. C'était un programme absolument fabuleux. Et il s'est passé qu'en 68, ils n'avaient pas encore fini, ils étaient en train de tester les systèmes et ils avaient prévu de faire voler Apollo 8 autour de la Terre pour tester tous les systèmes orbitaux. Et voilà que la CIA laisse passer l'idée que les Soviétiques sont prêts à envoyer quelqu'un sur la Lune. Ils vont dire, ah non, on ne va pas se faire avoir sur ce coup-là aussi, tant pis, nos 3 gars qui devaient rester en orbite autour de la Lune, ils vont aller en orbite autour de la Terre, ils vont aller sur la Lune. Bien sûr, il n'y avait pas encore le module pour se poser, donc ils ont été sur place pour faire le premier, ils sont partis, pour faire cette image que à peu près tout le monde connaît, parce que c'est une image absolument fabuleuse. Ils sont dans leur capsule, au premier plan, il y a la Lune, et au fond, il y a la Terre qui se lève. Mais ce qu'on oublie, et j'insiste là-dessus, c'est que c'est la première fois dans ce trajet-là que des gens quittaient suffisamment la Terre pour voir la Terre comme une boule qui flotte dans l'espace. C'est la première fois que la Terre n'était pas simplement une masse infinie sous nos pieds. On voyait réellement la Terre comme une boule qui flottait. Avec cette idée, bien sûr, que ça renchissait encore plus l'idée de pluralité des mondes, quelque part. La Terre, quand les gens ont vu ça, on a une très belle série d'images prises avec des Hasselblad dans ce trajet-là. Donc c'était fin 68, comme quoi en 68, contrairement à ce que certains ont dit, il s'est passé plein de choses. Et entre autres, la première image prise par l'homme de la Terre comme planète ronde, visualisée comme ça. Et ça a bien sûr renforcé l'idée que la Terre, c'est une planète banale, elle est comme les autres, elle flotte dans l'espace. Il a fallu 20 ans pour que les gens, à partir de cette idée-là et de cette image-là, comprennent qu'en fait, ce qui frappe sur cette idée et sur cette image, ce n'est pas qu'elle est comme les autres, c'est que justement, elle n'est pas comme les autres. Et donc, première mission exobiologique décidée pendant la mission Apollo, ça a été d'aller sur Mars en 1976, on y a fait allusion tout à l'heure. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on était absolument convaincus que la vie existe ailleurs que sur Terre. Et les gens, pour des raisons, c'est pour ça que je vous ai parlé de Lowell tout à l'heure, étaient convaincus que Mars était la planète pour aller le voir. Et la mission Viking, donc lancée en 1975 pour arriver en 1976, le 4 juillet 1976, ils voulaient, pour fêter le 200e anniversaire de la création des États-Unis, démontrer non pas que la vie existe parce qu'ils en étaient convaincus, mais ils voulaient caractériser la Lune. Quand on regarde ce qui était à bord de cette mission, c'est absolument extraordinaire. Il y avait des appareils qui sont les ancêtres des appareils qu'on a actuellement sur Mars, d'ailleurs. Fabuleux. L'engin Viking, en taille réelle, il est à peu près à la taille de ce qu'il y a sur l'écran actuellement. C'est des énormes engins. Il y en a 2 qui sont partis, plus de 600 kilos. Ils sont posés, ils ne se déplaçaient pas, ce sont des landers. Mais ils avaient la capacité, avec le bras que vous voyez ici, d'aller collecter de la poussière. Là, c'était dans la vallée de la mort.
Mais ils ont fait ça, et ça, c'est une véritable image qui a été prise sur place. C'est très émouvant pour moi de penser qu'une image prise en 1976, vous voyez le bras robotique, vous avez déjà de la poussière qui a été prélevée ici et analysée dans des containers. Et dans ces containers, il y avait des solutions nutritives. La question était de savoir de quel métabolisme Mars est capable. Est-ce que c'est un métabolisme de type photosynthèse où c'est du CO2 qui va recracher de l'oxygène, ou est-ce que c'est plutôt du type mammifère qui va absorber de l'oxygène pour recracher du gaz carbonique? C'était ça les expériences de l'époque, à tel point on était convaincus que ce n'est pas la vie qu'il faut démontrer, c'est la caractériser. Et bien sûr, ça a été les premières expériences exobiologiques avec ce résultat qui est bien connu, parce que si on avait détecté la vie, vous n'auriez pas été les derniers à le savoir. Il n'y a pas eu de détection non ambiguë de vie. En d'autres termes, toutes les expériences qui ont été faites peuvent être interprétées sans du tout faire appel à la présence de vie sur Mars. Donc le premier échec, si on peut dire, dans cette tentative de faire recoller une mesure avec le modèle existant, qui est de la vie partout, et en particulier sur Mars, était en échec. Pourtant, voilà une image d'un des sites vikings, il y en avait deux, je vous ai dit. L'hiver suivant, vous avez la même, il y a bien de la neige qui s'est condensée. À l'époque, on ne savait pas que c'était de la neige, c'est nous, en fait, récemment, qui avons montré que c'est bien de l'eau qui se condense. Il y en a très peu, c'est quelques microns, hein, on ne peut pas skier là-dessus, mais il y a quand même quelques dizaines de microns équivalents, et on peut comprendre pourquoi. Sur Mars, aujourd'hui, il y a bien de l'eau, mais l'eau passe immédiatement de la glace à la vapeur si on passe de 0 à plus de 0 degré, et à l'inverse, si on se refroidit, on passe de la vapeur à la glace. On ne passe pas à l'état liquide. La raison, tous les physiciens de la salle vous le diront, c'est pas que la température ne le permet pas. La température sur Mars passe régulièrement de part et d'autre de 0 degré. La température permettrait d'avoir des températures supérieures à 0 degré et de l'eau stable à l'état liquide. S'il n'y a pas d'eau liquide, ce n'est pas parce que la température ne le permet pas, c'est parce que la pression ne le permet pas. La pression est trop faible. Si la pression est trop faible, alors vous passez directement de la glace à la vapeur et de la vapeur à la glace. C'est ce qui se passe sur Mars aujourd'hui. Comme je vous le dirais, mais on peut déjà se le dire, en même temps, depuis l'orbite, il y a des images qui ont montré, d'ailleurs j'en ai une ici, qui vous disent depuis l'orbite qu'il y a des écoulements comme ça. Et quand vous voyez des écoulements comme ça, c'est vraiment le Canada Dry d'un fleuve. Alors, la plupart des gens ne savent plus ce que c'est que le Canada Dry, mais enfin, ça ressemble à un fleuve pour ne pas avoir à l'expliquer. Et donc, bon, avec des cratères malgré tout, mais on se rend bien compte qu'il y a de l'eau qui a coulé. Et pendant 20 ans, les gens se sont dit, ben voilà, aujourd'hui, ça ne marche pas, mais dans le passé, ça a dû marcher. Et une grande partie des échecs qu'il y a eu des missions en particulier américaines sur Mars est basée là-dessus. C'est que les gens ont été se poser là où ils pensaient que c'était le plus probable d'avoir de l'eau qui a coulé et qui probablement a formé un lac ou une mer, c'est-à-dire ici. Et en se posant dans ce genre d'endroit, on s'est aperçu qu'il n'y a jamais eu d'eau pérenne qui soit restée ici. Il n'y a jamais eu d'océan, de lac ou de marécage à cet endroit-là. Et il va falloir l'expliquer, je vous en dirai 2 mots tout à l'heure. Voilà. Donc, aujourd'hui, ça ne marche pas. Question, est-ce que dans le passé, ça a pu être différent? En d'autres termes, est-ce que Mars a pu, dans le passé, héberger des conditions propices aux vivants? C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Mais avant de pouvoir répondre à cette question, eh bien, il y a eu 20 ans d'exploration du système solaire, qui était très embryonnaire à l'époque. Et à l'époque, voilà ce qu'on savait du système solaire. On savait que sur Saturne, il y avait des anneaux depuis très longtemps. Ce que je représente ici, c'est les 4 satellites de Jupiter, les satellites galiléens que je vous ai dit que Galilée a vus. Et jusqu'à cette époque-là, on savait qu'ils existaient. Ils ne sont pas à cette distance-là, bien sûr, les uns par rapport aux autres, mais on ne savait rien d'eux parce qu'au télescope, on ne voit rien, tout simplement. Donc, il y avait quelques bricoles sur Mars qui a des pôles. La Lune, on la connaissait avec ses croissants. La Terre, c'était une masse infinie sous nos pieds, je vous ai dit. Vénus, Mercure pas résolu et le Soleil. Et en 20 ans, on a eu la possibilité, grâce aux sondes qui ont été sur place et aux instruments que des gens dans des laboratoires, en France et ailleurs, ont construits, ça a donné une vision du système solaire sur lequel on pourrait en soi passer autant d'heures que l'on voudrait, qui se caractérise par un seul mot, qui est une diversité qu'aucun écrivain de science-fiction n'aurait pu imaginer. Personne n'aurait pu imaginer que Vénus serait comme elle est, que la Terre est cette planète qu'on découvre aujourd'hui, qu'on commence à comprendre, que Mars a ses propriétés dont je vais vous dire 2 mots tout à l'heure, que les 4 satellites galiléens, ici, les 4 satellites découverts ils sont absolument incroyables. Je les ai mis ici en grand parce qu'ils sont pour moi exemplaires de ce que l'exploration spatiale a fait. Voilà 4 objets qui ont à peu près la même taille, qui sont au même endroit de l'espace, dans la banlieue de Jupiter, formés du même matériau d'origine, parce qu'il y a unicité du matériau. Ils ont le même âge, ils ont vécu 4,5 milliards d'années. Et quand on regarde dans quel état ils se retrouvent aujourd'hui, il n'y en a pas 2 qui se ressemblent. Le plus proche, Io, c'est l'objet le plus volcanique du système solaire. Tous les milliers d'années, chaque point à la surface est recouvert par des laves. En permanence, il y a des laves qui circulent là-dedans. On a compris maintenant quel est le processus, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sur Terre. Juste à côté, il y a un objet qui s'appelle Europe, que Hervé vous a montré hier, qui, lui, au contraire,
non seulement il n'est pas volcanique, mais il est entièrement couvert de glace, une glace parfaitement lisse, pas de cratère d'impact, et des fissures, des crevasses en fait. Juste à côté, un autre objet, Callisto, qui lui au contraire est couvert de cratères d'impact. Si vous avez une photo rapprochée de lui, vous ne pouvez pas faire la différence entre Callisto, la Lune, Mercure, des cratères d'impact en permanence. Et Ganymède, c'est un mélange en fait de ces deux-là. Il y a des cratères d'impact, il y a de la glace. Bref, 4 objets dont on peut montrer celui-ci par exemple. S'il a des cratères, ce sont des cratères qui ont été fabriqués il y a plus de 4 milliards d'années et qui n'ont pas été effacés. Mais s'il a été bombardé, tous les autres aussi ont été bombardés. Tous, pratiquement, ont perdu la mémoire de cette époque. Comment? Eh bien sûr, c'est ce qu'on a découvert progressivement. Bref, ça illustre remarquablement ce que l'on a découvert à l'échelle du système solaire dans son ensemble, une incroyable diversité. Et bien sûr, cette diversité, elle contraste avec le fait qu'en même temps, on a démontré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'effectivement, Kant et Laplace avaient raison. Tout ça, ça procède de l'évolution d'une même nébuleuse. Donc on a une unicité des conditions d'origine, une origine commune qui donne une telle diversité. Comment c'est possible? Et bien sûr, ça pose la question de savoir ce que sont les moteurs de l'évolution, ce dont je voudrais vous parler un petit peu. Comment est-ce qu'on passe de là à là? Et en particulier, ça pose des questions pour la Terre elle-même. Quand on regarde la Terre maintenant, avec des yeux différents de ce qu'ils étaient il y a une vingtaine d'années, on s'aperçoit que l'atmosphère de la Terre, on la retrouve nulle part ailleurs. Elle est extraordinairement particulière. J'en dirai quelques mots si j'ai le temps. Un mot sur les nuages, par exemple. Ce qui est blanc ici, c'est les nuages. Pourquoi les nuages sont blancs? Parce que la photo est prise à l'extérieur. Et si on est pris à l'extérieur, ils sont blancs parce que les nuages renvoient pratiquement la moitié de l'énergie solaire qui tombe dessus et est renvoyée dans l'espace. En d'autres termes, la couverture en nuages, elle va vous décider de la quantité d'énergie qu'il va y avoir en dessous, celle qui va gérer notre environnement, notre biosphère. Eh bien, cette couverture en nuages, quand on voit là, on voit qu'une partie est couverte, une partie n'est pas couverte. C'est à peu près du 50-50. Tous les autres objets du système solaire, c'est soit 100% comme Vénus. Vénus est 100% recouvert de Titan auquel on pensait hier est recouvert pour 100% aussi de brume. Et les autres, c'est à peu près 0%. Mars, il y a quelques nuages le soir qui se défont le matin. Comment est-ce possible que la couverture en nuages de la Terre soit du 50-50, alors qu'on trouve ça nulle part ailleurs? Et on voit que c'est tout à fait fondamental, parce que si vous changez de 10% la couverture en nuages, c'est pas beaucoup, on a l'impression ici il fait beau aujourd'hui, il y a 2 jours il pleuvait, en tout cas en France de l'autre côté, pardon, c'est la France, comme on dit, au continent, et on a l'impression que ça va, ça vient les nuages. Si vous aviez 10% de nuages en moins, ça ferait 5% d'énergie en plus en dessous, ça serait énorme comme variation climatique. En d'autres termes, la couverture nuageuse de la Terre, qui semble aller comme ça, sur des grandes échelles de temps, non pas l'échelle de la semaine, mais du million, peut-être du milliard d'années, est stationnaire. Elle est stationnaire et on ne connaît toujours pas le processus de nucléation des nuages. Qu'est-ce qui fait que cette couverture est stationnaire? Et si je dis ça, c'est bien sûr pour l'ensemble de ce que je voudrais raconter ce soir, sur les spécificités de chaque système, mais c'est aussi pour comprendre que c'est un des problèmes sur lesquels maintenant les gens travaillent le plus, parce qu'on sait qu'avec le changement climatique que l'on a actuellement, la seule possibilité pour que l'élévation du climat terrestre, due essentiellement à la combustion des fossiles, pour fabriquer de l'énergie sur Terre, en fabriquant du CO2 et d'H2O, on augmente la température. La seule possibilité de faire varier, non pas d'inverser, mais de décroître un peu la pente, c'est qu'une fraction de la vapeur d'eau, vous voyez, plus vous brûlez, plus vous mettez de gaz carbonique, plus vous chauffez, plus vous évaporez les océans, donc vous fabriquez de plus en plus de vapeur d'eau. Il suffirait qu'une fraction de cette vapeur d'eau se concentre en nuages pour qu'à ce moment-là, les nuages ont une double fonction. Ça bloque, c'est un gaz à effet de serre aussi, donc ça bloque le rayonnement qui repart, donc ça chauffe, mais ça bloque aussi le rayonnement solaire, donc ça refroidit. Le nuage est la seule chose qui pourrait permettre de refroidir un petit peu l'élévation de température, si je puis dire. Eh bien, on ne connaît toujours pas le processus. On travaille là-dessus parce que pour fabriquer des nuages, c'est une physique hors de l'équilibre qui est en fait très compliquée. Il faut des petits germes de nucléation. On ne sait toujours pas sur quoi se nucléer les nuages. On ne sait pas si c'est des particules de rayonnement cosmique, si c'est des débris de comètes qui passent dans l'atmosphère. On ne sait pas sur quoi ça se fait. Et bien sûr, selon la nature de ce sur quoi ça se condense, eh bien, ça va donner des cirrus plutôt que des cumulus. Ça ne va pas être pareil par rapport au bilan thermique. Et puis, éventuellement, il va pleuvoir et ça va disparaître. Bref, la couverture en nuages, tout d'un coup, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout quelque chose qu'on trouve partout. Elle est très particulière à la Terre. Couverture océanique dont je parle ici. Hervé en a parlé hier. L'eau, c'est le plus abondant quasiment des composants dans l'univers, en tout cas un petit peu complexe. Mais de l'eau à l'état liquide, on pensait qu'il y en avait partout, d'autant plus que tout le monde était convaincu que l'eau et la vie sont liées. Comme il y a de la vie partout, c'est qu'il y a de l'eau partout. Eh bien, on s'aperçoit que de l'eau, et de l'eau liquide, non pas de l'eau au sens simplement de la molécule, de l'eau liquide, dans notre système en tout cas aujourd'hui, il n'y en a que sur Terre.
à la surface. Il y en a peut-être dans le sous-sol de certains autres, on a montré hier le cas d'Europe et de Ganymède, mais à la surface, il n'y en a que sur Terre. Et maintenant qu'on commence à comprendre, et je vais vous en parler un petit peu dans quelques minutes, du processus par lequel l'eau était capable d'arriver à notre surface et de rester à l'état liquide, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout un processus simple que de maintenir sur de longues périodes l'eau stable à l'état liquide. Et on est convaincu qu'effectivement, c'était un des ingrédients majeurs, nécessaires, sinon à l'émergence, en tout cas à l'évolution adaptative du vivant tel qu'on l'a connu sur Terre. Donc voilà des processus qui tout d'un coup choquent par leur spécificité comparé à ce qu'on savait il y a simplement 20 ans de cela. Et donc, est-ce que c'est des propriétés génériques, banales ? Et on s'aperçoit qu'en fait, c'est de plus en plus unique. Il y a de moins en moins de possibilités de trouver ailleurs la même genre de choses. Alors, l'exploration spatiale, ce que je mets ici, à cause de tout cela, et bien sûr, c'est en train de modifier considérablement notre vision de la Terre dans l'espace et dans le temps. Je pense personnellement qu'on est dans une véritable révolution de notre compréhension de ce qu'il y a unique précisément dans ce qui a couvert les étapes de notre évolution et de jalonner nos étapes et qui a conduit à ce que nous sommes aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui en fait irrigue bien plus que l'activité scientifique elle-même. Tous les champs d'activité humaine, quelque part, sont imprégnés de cette idée que la Terre a quelque chose de tout à fait particulier, que c'est un système unique. Tout ce qu'on dit sur la globalisation, la mondialisation est lié un petit peu à ce genre de choses. Et ça bouscule en particulier ces questions liées à l'émergence et à l'adaptation de la vie, non seulement sur Terre, mais aussi au-delà, comme je vais le dire maintenant. Parce que, en même temps, au même moment, en ce moment, où la Terre, dans notre propre système, apparaît de plus en plus spécifique. Attention, si je dis ça, ça ne veut pas dire que la Terre est différente des autres, que les autres seraient pareils. C'est que chacun est différent. La Terre est différente de Mars, qui est différente de Vénus, etc., et de Jupiter. On part d'un même matériau, mais on arrive à des chemins d'évolution totalement disjoints et distincts. Et au même moment où on commence à comprendre, et je vais vous en donner quelques exemples, ce qui fait que la Terre est devenue la Terre et que Mars est devenu Mars et d'autres sont devenus d'autres, en même temps, on est en train de découvrir précisément d'autres planètes autour des autres étoiles. Et ça, c'est une autre révolution qui est en train de converger avec la première. On vous a dit, on n'est pas loin de 2000 exoplanètes. La première, elle a été découverte, on ne peut les découvrir qu'indirectement, je n'ai pas trop le temps d'en parler là, mais on ne peut les découvrir que par les effets que les planètes ont sur leurs étoiles. Et bien sûr, plus la planète est massive, plus l'effet sera important. Et donc, on a commencé par trouver surtout des grosses planètes, peu de planètes de la taille de la Terre. Mais on commence, bien sûr, parce qu'on améliore les techniques, à arriver à déceler des planètes de moins en moins massives, et donc de plus en plus proches du point de vue de la masse de la Terre. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que plus on en découvre, plus on découvre aussi un degré de diversité absolument incroyable, avec en particulier l'idée que notre système est totalement distinct des autres. Et à nouveau que les autres sont aussi distincts les uns des autres. Et que le degré de spécificité de la Terre dans notre système se retrouve entre notre système et les autres systèmes. Je vais vous donner juste un exemple. Corot, que je cite là, c'est le nom d'un des satellites que le CNES, notre agence spatiale, a mis en orbite, où il y a eu la première détection dans l'espace de planètes. Ils ont détecté une planète qui est un peu plus grosse que la Terre, une dizaine de fois, mais pas tellement plus, mais qui est dans un état de stabilisation incroyable parce qu'il doit faire plus de 1500 degrés d'un côté et en dessous de moins 50 de l'autre. Vous voyez que celle-là, elle a beau avoir la bonne dimension quelque part, ça n'a pas de sens de penser qu'elle est habitable. Et puis, je ne vais pas du tout dire ce qu'il y a là-dessus, mais ce qu'il y avait là-dessus, c'était l'idée suivante. D'abord, la notion d'exotère qui a été prononcée hier et qui est hélas souvent prononcée, il faut se méfier de ces termes-là. Quand on parle d'exotère, ça doit dire qu'il y a des terres à l'extérieur de notre système, des terres extérieures à notre système. C'est une méconnaissance, à mon sens, de ce qu'est la Terre, de ce qui a conduit à ce que nous sommes ici et à ce qu'elle abrite en particulier le vivant. Mais c'est toujours dans la même filiation de cette pluralité des mondes. La distance entre la Terre et le Soleil n'est à peu près pour rien dans l'évolution de notre propre système. On pourrait être plus près ou plus loin, que ça ne changerait pas la capacité de notre système d'être ou de ne pas être comme il est. Et en particulier, la température que l'on a ici, elle est fonction de ce qu'est notre atmosphère, beaucoup plus que de la distance à l'étoile. C'est fonction en particulier de la quantité d'énergie que nous avons dans la Terre elle-même, où le Soleil ne pénètre pas, qui sont essentiellement des sources d'énergie radioactive, qui vont entretenir l'activité, la tectonique des plaques, le volcanisme, etc., et qui recyclent les composants atmosphériques dont nous avons besoin pour maintenir la température au niveau où elle est. S'il n'y avait plus d'activité, la température à la surface de la Terre serait en dessous de moins 30 degrés, de moins 18 degrés, et l'eau ne serait pas liquide, tout simplement. Et donc, il ne faut pas oublier que le jour où l'activité s'arrêtera sur Terre, simplement parce qu'on aura épuisé toutes nos réserves radioactives, parce que ça ne peut que se décroître avec le temps,
eh bien, l'activité s'arrêtant, la vie sur Terre s'arrêtera, et on a toutes les raisons de penser que la vie sur Terre s'arrêtera en plein jour parce que le Soleil il continuera à faire ses affaires. Et donc, mes connaissances profondes de ce que sont les étapes qui ont jalonné l'histoire de la Terre quand on parle des exotères. Alors, un des résultats les plus importants, et je vais rester une minute là-dessus, des autres découvertes, des découvertes des exoplanètes, est le suivant. On a découvert qu'une très grande majorité des planètes, un peu pour un biais observationnel, je vous l'ai dit, parce que c'est plus facile à les détecter, mais quand même, ce sont des planètes majeures, massives, comme Jupiter et Saturne, ce qu'on appelle des planètes géantes. Mais, et c'est ça qui est extraordinaire, on les a trouvées très proches de leur étoile. Et quand je dis très proches de l'étoile, c'est 10 fois plus proche de l'étoile que Mercure ne l'est du Soleil. En d'autres termes, c'est à des distances telles que la température d'équilibre à la surface, pour autant qu'on puisse la définir, elle est supérieure à 1000 degrés. Est-ce que c'est possible de fabriquer une planète géante si près de l'étoile? Et la réponse, en fait, compte tenu de l'idée que l'on se fait de la manière dont c'est formé, c'est non, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que pour qu'une planète géante se forme, il faut qu'elle arrive à acquérir, pour être géante, c'est qu'elle a une grosse atmosphère. Et donc qu'elle arrive à accréter du gaz avant que le gaz de notre nébuleuse ait disparu. Donc il faut le faire très vite. Et pour accréter du gaz, il faut que vous ayez un noyau très massif. Et ce noyau, s'il est massif, c'est qu'il est fait surtout de glace d'eau, parce que l'eau, dès qu'elle peut se solidifier sous forme de glace, donc suffisamment loin de l'étoile, alors c'est de loin le constituant solide majoritaire, mais par des facteurs 1000. Et donc l'idée qu'on s'est toujours fait, c'est que les planètes géantes, c'est normal de les trouver loin, parce que pour se former, elles ont besoin d'avoir un noyau qui fait 10 ou 20 fois la masse de la Terre, mais fait essentiellement de glace. Et c'est comme ça que, ce que je mets ici, un petit dessin qui dit, voilà, supposons le système solaire comme ça, avec l'étoile au centre, il y a une ligne qu'on appelle la ligne des glaces, qui est à peu près à 3 fois, UA, ça veut dire unité astronomique, 3 fois la distance Terre-Soleil, c'est-à-dire que sur ce schéma, la Terre est à peu près là. Quand on est au-delà de cette ligne, bien sûr, plus on est loin, plus il fait froid. Ici, il fait suffisamment froid pour que l'eau soit stable à l'état de glace. Donc là, vous avez de la glace, et à l'intérieur, il y a de la vapeur d'eau. Et bien sûr, s'il y a de la vapeur d'eau, si vous fabriquez des objets, il y a aussi des petits grains là-dedans, mais s'il faut fabriquer des objets, des planètes avec ça, ben vous n'aurez pas d'eau dedans. Donc si vous voulez fabriquer des cœurs massifs, il faut les faire loin. Et donc c'est comme ça que les gens se sont dit, à l'intérieur, il y a des matériaux anhydres, c'est là qu'on va former des planètes rocheuses, ce que nous sommes, avec très peu d'eau. Et puis, à l'extérieur, on va former des planètes géantes. Mais bien sûr, si c'est le cas, on ne peut pas expliquer que les planètes géantes soient très proches de leur étoile. La seule possibilité, c'est d'imaginer qu'entre le moment où elle se forme et le moment où vous l'avez observée, elle se soit déplacée, elle est migrée, comme on dit. Et donc est sortie, ça fait une dizaine d'années, pas plus, cette théorie de la migration qui consiste à dire les planètes que l'on voit, l'essentiel des planètes qu'on voit ailleurs, sont des planètes qui ne se sont pas formées là où on les voit, elles se sont formées loin et elles sont rentrées dans le système. Bon, jusque-là, rien de dramatique. Sauf que les gens se sont dit tout d'un coup, mais attention, si une planète formée là se met à rentrer, est-ce que ça ne va pas chambouler le disque interne? Et c'est là que les gens se sont dit, si au moment où elle commence sa migration, il y a déjà eu une possibilité à l'intérieur pour que des petits grains se mettent à grossir, faire ce qu'on appelle des planétésimaux, des protoplanètes de toute petite dimension, alors effectivement, au moment où elle migre, eh bien, la planète, quand elle fait ça, elle pousse devant elle le matériau et elle vide tout. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où elle rentre, ça rentre le matériau comme ça à l'intérieur. Et vous voyez que si elle va si près que ça, à la finale, bah, le disque a été complètement vidé. Il n'y a plus rien pour former, entre autres, les planètes internes. Et donc, ça pose bien sûr un problème, parce que si, lorsque les planètes externes rentrent dans le système interne, il n'y a plus possibilité de former des planètes internes, ça change bien sûr la possibilité de trouver des planètes comme la Terre, où éventuellement la vie aurait pu démarrer. D'où la question, est-ce que le fait que nous, on soit là, et avec tout ce que ça suppose, est-ce que c'est lié au fait que Jupiter et Saturne n'auraient pas migré? Et si c'est le cas, pourquoi eux n'auraient pas migré, alors qu'on voit partout ailleurs des migrations? Et en fait, c'est ça dont je vais discuter maintenant, on va s'apercevoir que la réponse est plus étonnante que l'on y croit. Donc, point de départ, la Terre apparaît de plus en plus spécifique dans notre système est de plus en plus spécifique. Merde. Et pourquoi où est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le raisonnement qu'on vient de faire actuellement, sur le fait qu'on part d'un certain point et qu'on a une grande diversité? C'est essentiellement que ce qu'on appelle l'origine commune, c'est ce mot origine. L'origine, ce n'est pas un point singulier, ce n'est pas qu'on a lancé le système, comme je lance une pierre et qu'ensuite, ou une balle, ensuite sa trajectoire n'est fonction que du champ de force, c'est-à-dire l'attraction de la Terre essentiellement et la résistance de l'air. C'est que les conditions d'origine, c'est une succession de processus, et c'est ça maintenant dont je vais parler, qui, à chaque fois, en tant que processus, sont parfaitement génériques. C'est partout les mêmes processus, les mêmes attractions, les mêmes collisions, mais qui, chaque fois, vont prendre une forme particulière
Et la diversité des formes va donner des diversités d'évolution différentes. Et quand on voit les possibilités de formes différentes, on s'aperçoit que le chemin d'évolution qui a conduit à la Terre, eh bien, il est un parmi un très grand nombre possible. Et l'une des choses intéressantes, c'est que, c'est pour ça que Mars intervient quand même dans ce que je vais vous raconter un peu ce soir, c'est qu'en étudiant Mars précisément, on peut retracer les étapes et comprendre comment ces processus ont effectivement pu se mettre en place. Première idée, voilà le système solaire tel qu'il est aujourd'hui. Mercure, Vénus, la Terre et Mars, en partant avec le Soleil, bien sûr, beaucoup plus à droite. On s'éloigne du Soleil comme ça. Et la première chose très étonnante, c'est que les gens qui ont fait des modèles pourraient se dire, voilà, à partir d'un disque comme ça, je fabrique des planètes, donc je fais des collisions, je fais des trajectoires, je regarde comment ça grossit. Quand ils font ça, au lieu d'avoir ça, ils ont ça. C'est-à-dire que dans un disque qui se forme, en fait c'est ça, il n'y a pas encore d'eau, voilà comment, à partir d'un disque, comme je le représentais tout à l'heure, on a une progression de la taille des planètes de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc on devrait avoir Mars beaucoup plus gros que la Terre. Or Mars est 10 fois plus petit que la Terre. Il manque un facteur plus que 10, peut-être 50 dans la masse de Mars. La plupart des gens ont dit, bon ben voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis il y a un groupe qui a réfléchi un petit peu et proposé une solution qui est tout à fait intéressante. Comment est-ce qu'au lieu d'aboutir à ça, on a pu aboutir à ça? Et l'idée, c'est qu'à partir de ça, on a ça, mais pour avoir ça, il faut partir de là. C'est-à-dire que si on avait fait les planètes à partir d'un disque qui est vide ici, mais confiné à l'intérieur, ça c'est à peu près l'orbite de la Terre actuelle, alors effectivement, si on fait ça, on fabrique à partir du centre Mercure, puis ici Vénus, puis ici la Terre, et à l'extérieur, où il y a moins de monde, on fait un Mars plus petit. Et donc l'idée, c'est de se dire, peut-être bien que chez nous, on est parti d'un disque comme ça. Mais diable, pourquoi est-ce qu'on serait parti d'un disque comme ça alors qu'on sait bien qu'il était plein au démarrage? Comment est-ce qu'on a pu le vider? Et l'idée de nos collègues et amis de Nice, d'observateurs de Nice, Morbidelli, c'est de dire la chose suivante. Et effectivement, il y a bien une ligne des glaces, Jupiter s'est formé comme ça. Et bien Jupiter, lui aussi, s'est mis à migrer, comme tout le monde dans l'univers. Il a migré et puis s'est rapproché comme ça. Et puis, bien sûr, s'il avait continué son route comme ça, on ne serait pas là pour en parler. Qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un moment? Quand il est arrivé à cette distance-là, à peu près au niveau de l'orbite de Mars actuelle, il se trouve que dans notre disque, loin par là-bas, il y a une autre planète qui était en train de grossir. Mais comme c'était plus loin, elle a mis plus de temps. Et pour grossir au point de pouvoir migrer, Jupiter a eu le temps d'arriver jusque-là. Jusqu'au point où cette planète, qui s'appelle Saturne, a foncé et plongé dans le système solaire et a rejoint Jupiter, pour se mettre dans ce que les physiciens appellent une résonance 2-3, c'est-à-dire que quand Jupiter, une distance telle que quand Jupiter faisait 3 tours, Saturne faisait 2 tours, et le système à ce moment-là s'est bloqué. Et c'est ça qui est tout à fait étonnant. Si Saturne avait une masse inférieure à la masse actuelle, la masse qu'elle a actuellement, ou qu'elle avait déjà, ça n'aurait pas empêché Jupiter de continuer. Jupiter aurait continué vers l'intérieur et on ne serait pas là pour en discuter. Si Saturne avait une masse supérieure à la masse qu'elle a aujourd'hui, et quand je dis inférieure ou supérieure, c'est typiquement d'un facteur 2, eh bien, les deux auraient continué leur route vers l'intérieur et on ne serait pas là non plus pour en parler. Il se trouve, et c'est tout à fait remarquable, que le rapport des masses des deux a fait que les deux, à ce moment-là, et la mécanique le montre, ont eu une trajectoire qui les a fait repousser vers l'extérieur et se retrouvent là. En d'autres termes, il y a bien une migration dans notre système, mais c'est une migration très particulière où Jupiter rentre à l'intérieur, Saturne le rejoint et les deux repartent à l'extérieur. Et ils repartent en laissant un disque qui est comme ça, confiné à l'intérieur de ça. Ça, c'est vide. Et une fois que c'est confiné, l'accrétion peut se faire et on a retrouvé nos 4 planètes avec les bonnes dimensions. Ça, si je le dis, bien sûr, ça peut paraître tomber du ciel, au sens premier du terme. Bien sûr, c'est un modèle qui le dit. Il y a des vérifications expérimentales qui donnent du crédit à ce genre de choses. C'est pour dire que la migration est un processus générique. Il y a partout des migrations, mais qu'à chaque fois, ça peut prendre des formes différentes. Ça dépend de la manière dont le disque s'est réparti dans l'espace, la masse relative de Jupiter et de Saturne, ce genre de choses. Est-ce qu'on va faire 2 ou 3 planètes externes? Et de la manière dont notre disque va se composer et comporter, eh bien, on va avoir quelque chose à la finale qui va être différent. Donc, on a d'abord ça, et puis on a une accrétion planétaire. Et au lieu de ça, on a ça, mais bien sûr, on sait qu'au bout d'un moment, ça a conduit à ça, ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire une Terre et un Mars, avec en particulier de l'eau ici, et peut-être même de l'eau, on va le voir, sur Mars. Et la question, c'est, est-ce que c'est possible, dans ce modèle-là, d'expliquer cela? Et la réponse est que non, parce que ici, les grains sont parfaitement anhydres. Donc, pour qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait du matériau qui vient de l'extérieur, avec des bouts de comètes. Et effectivement, on est convaincu qu'il y a eu
un mélange, et les modèles le montrent, entre du matériau extérieur, du matériau intérieur, qui a fait ça. Et bien sûr, il y a eu aussi du matériau intérieur qui est passé à l'extérieur, et c'est entre autres pour ça qu'on a reconstitué ce qu'on appelle la ceinture des astéroïdes, et il y a des astéroïdes qui sont d'où viennent les météorites que l'on connaît bien. Et donc, il y a de l'eau qui est tombée comme ça, et qui, pendant l'accrétion elle-même, s'est mélangée aux matériaux. L'eau n'est pas arrivée comme un petit vernis à la finale. Dans la masse de la Terre, dans la masse de Mars, de Vénus et de Mercure, il y a de l'eau qui est arrivée profondément. Et la question, c'est bien sûr, comment est-ce qu'à un moment donné, c'est arrivé à la surface? Et c'est là qu'il s'est passé quelque chose de tout à fait important aussi. C'est que, je n'ai pas mis l'échelle en temps ici, mais maintenant on est à quelques millions d'années, quelques dizaines de millions d'années après la formation. Le système solaire a grossi, on a des protoplanètes, on a plus des milliards d'objets, on a peut-être une cinquantaine d'embryons planétaires. Et eux-mêmes, maintenant, se sont mis à choquer. Mais comme ils sont de très grandes dimensions, c'est ce qu'on appelle des impacts géants. Et effectivement, ces énormes impacts comme ça ont pris place. Et on sait que la Terre a reçu l'impact d'un objet. Enfin, on sait, on le propose. Et il y a des modèles et des vérifications expérimentales qui vont dans le bon sens. La Terre, si elle est représentée ici, a reçu l'impact d'un objet qui est supérieur au 10e de sa propre masse, plus gros que Mars aujourd'hui. Mais dans une géométrie tout à fait particulière. Vous n'êtes pas obligé de lire là, mais ça a été absolument fondamental, les résultats de cet impact. S'il n'y avait pas cet impact non plus, on ne serait pas là. La géométrie de cet impact fait que, d'abord, la Terre a été chauffée à plus de 10 000 degrés. C'était une énorme boule de magma. Contrairement à ce qu'on pense, l'eau qui est dedans est restée dans le magma. Le magma capte l'eau, au contraire. C'est quand le magma s'est solidifié, en se refroidissant plus tard, que l'eau a été poussée vers l'extérieur. Et l'eau de nos océans, l'eau de la baie d'Ajaccio, est remontée à ce moment-là. Mais bien sûr, il n'y a pas que ça qui s'est passé. En particulier, une très grande fraction des couches extérieures de la Terre ont été expulsées de la Terre, mais dans une géométrie telle qu'elles ont été, pour l'essentiel, retenues dans un disque autour de la Terre. Autour de la Terre, il y a eu un disque qu'on appelle circumterrestre, donc. Et ce qui est remarquable, c'est que c'est dans ce matériau du disque qu'ensuite les perturbations après et les accrétions ont fait que la Lune s'est formée. La Lune procède de la réaccrétion de matériaux éjectés par l'impact, où il y avait tout l'impacteur plus une grande partie du matériau extérieur de la Terre qui s'est retrouvée là. La Lune a été formée comme ça. Mais la masse de la Lune et la manière dont la Lune s'est formée dépend entièrement de la géométrie de cet impact, dont on peut penser qu'il y a une très grande diversité de possibles. Eh bien, la Lune a eu un rôle majeur sur l'évolution de la Terre. Beaucoup d'entre vous le savent. En particulier, on sait bien que la Terre tourne sur elle-même autour d'un axe de 23 degrés, la latitude des tropiques, en même temps qu'elle tourne du Soleil. Elle tourne autour d'un axe qui est de 23 degrés incliné sur elle-même. On sait maintenant, et c'est d'ailleurs des travaux des Français, Jacques Lascar, l'observateur de Paris, qui a montré que cet angle-là de 23 degrés autour duquel on tourne en 24 heures, il n'est pas stable, bien sûr. La Terre tourne avec cet angle sur lui-même, ce qu'on appelle la précession des équinoxes, avec une période à peu près de 25 000 ans. C'est ça qui est à l'origine essentiellement des grandes glaciations. Parce qu'il y a 12 000 ans, au lieu d'être comme ça, l'axe était comme ça, donc on était comme ça, mais avec un axe toujours incliné. Ce qui veut dire qu'entre le nord et le sud, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, les climats n'étaient pas le même. Et il se trouve que la trajectoire de la Terre autour du Soleil n'est pas strictement circulaire. Il y a des moments où on est plus proche, des moments où on est plus loin. Pour ceux qui ne le savent pas, on est le plus proche le 3 janvier et le plus loin donc au mois de juillet, en ce moment. C'est actuellement qu'on est le plus loin du Soleil. Ce qui est bon pour le climat actuel parce que, comme c'est quand on est plus près qu'on a le plus d'énergie, la configuration actuelle fait que les écarts entre été et hiver dans l'hémisphère nord sont tamponnés, sont limités, puisque c'est l'hiver de l'hémisphère nord qu'on est le plus proche du Soleil, donc on a le plus d'énergie, et c'est l'été de l'hémisphère nord qu'on est le plus loin, donc on a le moins d'énergie. Mais il y a 12 000 ans et dans 12 000 ans, ça sera l'inverse. C'est-à-dire que c'est l'hiver qu'on sera le plus loin et l'été qu'on sera le plus près. Et donc, bien sûr, ça fait des grandes variations de température. Quand je dis grand, ce n'est pas grand, c'est 5 degrés en moyenne. Eh bien, 5 degrés en moyenne, c'est suffisant pour faire les fameuses glaciations dont on parle, avec certaines qui sont tout à fait fondamentales. Et c'est d'ailleurs important de réaliser que les 5 degrés en question, responsables des glaciations, c'est le même écart en température que le changement climatique global que l'homme est en train de fabriquer va fournir à peu près à l'échelle maintenant, non plus de millénaires, mais de décennies. Donc, énormément d'effets de tout cela. Le magma se refroidit, il pousse l'eau vers le haut, et ce qui est remarquable, c'est 2 effets. Une partie du manteau va être hydratée de cette manière-là, et c'est au degré d'hydratation du manteau que l'on doit la tectonique des plaques, qui est si fondamentale, la formation des nuages, le fait que la dérive des continents, etc. Tout ça, c'est le degré d'hydratation de l'eau particulière à notre propre système, qui fait qu'on a une dizaine de grandes plaques, et non pas des milliers ou une comme sur Mars, ou des milliers comme sur Vénus. Le nombre de plaques, la dynamique est directement liée à la manière dont l'eau est remontée,
Et, chose encore plus incroyable, une fraction de l'eau arrive jusqu'à la surface. Et qu'est-ce qu'elle trouve comme atmosphère? Compte tenu de tout ce qui s'est passé, une partie de l'atmosphère qui est partie, une partie qui se retrouve dans le disque, qui retombe en orbite autour de la Terre et sur Terre, exactement les conditions qu'il faut pour être ce que les physiciens appellent au-dessus du point triple et en dessous du point critique, c'est-à-dire des conditions de stabilité de l'eau à l'état liquide. Il faut des conditions très particulières pour que l'eau soit stable à l'état liquide. Il faut, je vous ai dit, non seulement la température, mais la pression. Ce choc important a créé ces conditions et a créé ces conditions d'une manière suffisamment pérenne pour que, jusqu'à aujourd'hui, on soit dans ces conditions. Alors je reviens, parce que je n'ai pas fini ma phrase tout à l'heure sur la Lune, cette obliquité. Je vous ai dit que la Terre tourne comme ça, cet angle tourne là, mais il tourne toujours comme une toupie en maintenant son angle au sommet de 23 degrés. Jacques Lascar, à l'Observatoire de Paris, a montré que si la Lune n'avait pas été là, cet angle-là varierait non pas en maintenant 23 degrés autour de lui-même, mais en bougeant réellement de 0 à éventuellement à 90 degrés, voire plus. Il y a des planètes, il y a une planète qui tourne dans l'autre sens et que son angle a basculé de plus de 90 degrés. Eh bien, on imagine que si l'axe d'épaule est par exemple dans la direction du Soleil, ça fera des changements climatiques autrement plus importants que ceux que l'on a aujourd'hui avec nos 5 degrés et les glaciations. Eh bien, la stabilité du climat terrestre, à quelques degrés près donc, on le doit à la Lune, et non pas à la Lune parce qu'on a un satellite, la plupart des planètes ont des satellites, mais parce qu'on a un satellite dont la masse est telle qu'il a une influence gravitationnelle sur la Terre. Le système Terre-Lune est tout à fait particulier de ce point de vue-là. La Lune a une importance majeure sur l'évolution climatique et en particulier sur la capacité pour la vie, peut-être pas d'avoir émergé, encore que ce n'est pas impossible, mais surtout pour avoir été capable de s'adapter dans des conditions climatiques qui sont restées pour l'essentiel pérennes. Et donc, est-ce que Mars a connu un tel impact? Et la réponse, on ne la connaît pas bien, on est convaincu qu'il a dû y en avoir, mais Mars a quelque chose qui a dû se passer qui fait que Mars, au nord, comme ça, il y a un énorme bassin qui fait plus de 10 000 km, encore présent aujourd'hui. Ce qu'on appelle la dichotomie martienne. On voit ici, les couleurs donnent de l'altitude, et on voit ici que ce qui est en bleu, c'est le plus profond. On comprend pourquoi les Américains ont mis du bleu ici, ils veulent de l'eau partout, donc c'est normal qu'ils aient fait ça en bleu. Mais effectivement, l'hémisphère nord est plus bas que l'hémisphère sud. Ça, c'est les gros impacts qui sont venus après, que vous oubliez pour l'instant. Et donc, effectivement, cette dichotomie, plus le fait qu'il y a bourré de cratères ici d'impact, sur lesquels je reviendrai, c'est une caractéristique de Mars. Il n'est pas exclu que, effectivement, après un impact géant, Mars soit resté comme ça. Mais ça veut dire que la géométrie de l'impact a été complètement différente, parce que si Mars a été monté à très haute température et que c'était tout liquide, bien sûr, après, ça nivelle tout, comme sur Terre. Le fait qu'on ait gardé la mémoire de ça veut dire que c'était très tangentiel. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Phobos et Deimos, qui sont les deux petites lunes de Mars, sont toutes petites, c'est entre 15 et 20 km. Donc, aucun effet de stabilisation du climat. Donc, Mars n'a pas eu de lune stabilisatrice. Donc, le climat martien n'a pas arrêté d'évoluer. Et pour autant qu'elle a été, à un moment donné, comme on va le voir, propice à de l'eau liquide, eh bien, ça a disparu assez tôt à cause de ces variations. Et la remontée de l'eau a été très partielle. Probablement sur Mars, une grande partie de l'eau est toujours profondément dans l'intérieur et ne remontera jamais. Donc, Terre et Mars ont très vraisemblablement toutes les deux subi des impacts géants, comme toutes les planètes, mais dans des formes suffisamment distinctes pour que leur évolution ensuite ait été très distincte. D'où la question après, est-ce qu'il a pu y avoir émergence de la vie? Eh bien, ça, c'est les 3 premières étapes de Mars, telles que je me les représente en tout cas, de l'accrétion, un impact, et je suis convaincu, et je vais vous expliquer maintenant pourquoi, que Mars, juste après, a effectivement eu de l'eau stable à l'état liquide à sa surface, très tôt après sa formation, juste après cet impact-là, peut-être 50 ou 100 millions d'années après s'être formé. Mars a 4,5 milliards d'années, donc c'est vraiment très tôt dans son histoire. Mais à l'époque, ce n'était pas forcément un océan, ça peut être tous les cratères qui étaient là à l'époque, remplis d'eau. Et c'est ça qui fait que Mars a pu être éventuellement habitable, je reviendrai, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, il y avait de l'eau à l'état liquide. Un mot pour vous dire comment on a trouvé cela, parce qu'on parlait tout à l'heure des sondes, c'est effectivement la sonde européenne, avec un instrument sur responsabilité française qui a détecté ça. On a détecté qu'il y a eu de l'eau. Pourquoi? Parce que si vous avez de l'eau longtemps à la surface d'une planète, l'eau réagit avec les caillasses et ça se transforme. Et en particulier, quand vous avez des roches volcaniques, comme il y en a même d'ailleurs en Corse, si vous avez de l'eau longtemps, eh bien, au bout d'un moment, ça donne des argiles. L'argile, pour former des argiles, vous avez besoin de faire barboter des roches volcaniques dans de l'eau, si possible de l'eau chaude, et puis pas un jour ou deux, suffisamment longtemps pour arriver à faire. On a montré que sur Mars, il y a plusieurs centaines de mètres d'argile qui sont formés tout autour de Mars, sur toute la croûte. Toute la croûte a été, à sa surface, recouverte de plusieurs centaines de mètres, probablement, d'argile. Et ces argiles sont ce qu'il y a de plus, c'est le plus fidèle témoin de ce qui s'est passé à cette époque. Il n'y a pas que des argiles, il y a d'autres silicates hydratés et il y a des sels dont Jean-Noël parlait hier qui sont tout à fait importants, qui ont été aussi détectés. Et donc, on a toute une période sur Mars
pendant laquelle, grâce à ce qui se passe encore aujourd'hui en observation autour de Mars, tout ça c'est des résultats des dernières années, qui durent encore aujourd'hui, qui montrent que très tôt dans son histoire, Mars a probablement connu une ère aqueuse, on va dire, plutôt qu'une ère habitable. Mais ce qui s'est passé, et c'est un des résultats qu'on a proposé, qui me semble peut-être parmi les plus importants, c'est que rapidement, Mars a eu un changement climatique global, pas du même type que celui qu'on a actuellement, que l'homme est en train de fabriquer sur Terre, un changement climatique plus violent encore, et qui s'est passé très tôt dans son histoire. Et toute l'atmosphère, pour autant qu'elle n'était sûrement pas très dense, mais le peu qu'il y avait, a été soufflée. Et ça a été soufflé pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer ici, bien sûr, mais essentiellement parce que le Soleil, à l'époque, était encore dans un état très différent de ce qu'il est aujourd'hui. C'est un Soleil qui avait des capacités d'interaction avec le gaz, il ionisait très fortement les atmosphères, et il pouvait souffler les atmosphères qui n'étaient pas protégées, blindées suffisamment par un grand champ magnétique. Et ce dont on est convaincu maintenant, c'est que Mars a eu un champ magnétique, comme la Terre, aujourd'hui encore, mais le champ magnétique martien, rapidement, a décru. Je pourrais vous expliquer aussi pourquoi. C'est lié à la taille et aux réserves radioactives de Mars. Mars n'avait pas de réserves radioactives suffisantes pour entretenir de la tectonique dans le manteau et donc de la convection dans le noyau, et le champ magnétique a décru. Et à partir de ce moment-là, parce qu'il n'y avait plus de champ magnétique sur Mars, l'atmosphère a été soufflée, les gaz à effet de serre ont été soufflés, l'eau ne pouvait être plus stable à l'état liquide. Et depuis ce moment-là, Mars, c'est essentiellement un désert aride, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé sur Mars, mais qui ne s'est pas passé sur Terre. La grande chance, si je peux dire, de la Terre et de nous, si on peut appeler ça une chance, c'est que le champ magnétique a été maintenu suffisamment longtemps, il est jusqu'à aujourd'hui, pour protéger la Terre et surtout son atmosphère de ces effets de soufflage du Soleil jeune, qui fait que l'eau, qui était vraisemblablement déjà présente en même temps que sur Mars, très tôt dans l'histoire de la Terre, a été maintenue jusqu'à aujourd'hui. Et que pour autant que l'eau a permis l'émergence de la vie sur Terre, on en est à peu près convaincu à cette époque-là, peut-être sur Mars, ça n'a pas pu durer sur Mars, mais ça a pu durer sur Terre. Et donc, pourquoi est-ce que ça a marché sur Mars et pas sur la Terre? C'est ce que je viens de vous dire. Et donc, Mars jadis, c'était probablement ça, Mars aujourd'hui et la Terre aujourd'hui, c'est comme ça. Mais peut-être bien que la Terre aussi était comme ça à cette époque-là. Le problème, c'est qu'on n'a pas la trace de ce qui s'est passé à l'époque parce qu'à cette époque-là, sur la Terre, on a effacé toute la mémoire, tous les vestiges. Sur Terre aussi, l'eau était peut-être présente très tôt après sa formation, avant ce qu'on appelle le grand bombardement. Un mot sur ce grand bombardement. Plus de 500 millions d'années après la formation des planètes, partout dans le système solaire, il y a eu un énorme bombardement, dont je ne vais pas qui est responsable des grands bassins, on les voit ici. Vous voyez, ces grands bassins qui sont là. Ils sont arrivés un demi-milliard d'années après que la planète soit formée. Ça, bien sûr, ça a donné des images que l'on voit partout. Quand vous regardez les cratères sur la Lune, c'est à ce moment qu'ils sont formés, sur Mercure aussi. Tout ça, ça s'est formé il y a à peu près 4 milliards d'années. Donc voilà une image de Mars à l'époque. Si je ne mets pas la légende, vous ne savez pas si c'est Mars, la Lune, Mercure, mais ça peut être aussi la Terre de l'époque. Une image de la Terre il y a 4 milliards d'années aurait donné, au moins sur une fraction de la Terre, ce genre de choses. Mais ce genre de choses a dû être rempli progressivement par de l'eau. Et avant ce bombardement, il y avait probablement une Terre comme ça qui ensuite s'est maintenue par de la géologie différemment sur Terre, mais qui, sur Mars, a disparu. Alors, sur Terre, c'est devenu ça. Sur Mars, c'est resté comme ça. Et la chose importante, c'est qu'il existe à la surface de Mars aujourd'hui des terrains qui ont gardé exactement la mémoire de ça. Je vous ai montré tout à l'heure ce globe. Mais vous voyez, tous ces terrains cratérisés ici, ce sont ces terrains-là. Sauf que, bien sûr, l'eau a disparu maintenant. Ça, c'est ce qui s'est rajouté après par les gros impacts. Mais si on va sur certains de ces terrains-là, en les choisissant bien, ceux qui précisément ont encore cette mémoire de ces terrains-là parce qu'ils ont des argiles, des sulfates et d'autres sels, on a une petite chance de savoir ce qui s'est passé dans le système solaire très tôt dans l'histoire. Et si on fait ça, puisqu'il existe encore des terrains, on pourrait éventuellement mettre en évidence l'émergence de la vie pour autant que la vie a émergé ailleurs que sur Terre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais partie de ceux qui sont convaincus que si ce processus a pu se passer ailleurs, si la vie est suffisamment robuste pour, alors que les destins sont malgré tout différents, avoir résisté à la différence des chemins d'évolution, Mars est probablement le meilleur candidat et on a identifié à la surface de Mars les terrains qui en ont gardé la mémoire, d'où l'idée d'y aller. Mais bien sûr, c'est tout à fait unique et on peut expliquer, je ne vais pas le faire maintenant, pourquoi Mars a gardé cette mémoire-là qui a été effacée partout ailleurs. Mais donc Mars a une fenêtre, nous offre une fenêtre tout à fait unique sur ce qui s'est passé dans les premières centaines de millions d'années, là où la vie probablement a démarré. Et si la vie a démarré sur Mars, mais il y a un si bien sûr là-dessus, alors on pourra aussi comprendre comment ça s'est passé sur Terre, parce qu'on aura tous les ingrédients, l'environnement, le pH, tout ce que l'on veut, qui nous permettra de dire qu'est-ce qui s'est passé à cette époque. Donc il y a pas mal de sondes, bien sûr, qui travaillent là-dessus. Il y en a une qui s'appelle Curiosity, qui est actuellement sur Mars depuis maintenant 2 ans,
et qui n'est pas encore exactement à pied d'œuvre du point de vue des endroits où il faudra explorer, mais ça devrait arriver bientôt. Et peut-être que le cratère Gale, là où elle est, c'est un des meilleurs endroits pour aller regarder cela de près. Mais l'Europe, qui a démarré l'exploration en orbite avec la mission donc Mars Express, à partir duquel on a fait l'essentiel des découvertes dont je vous ai parlé là, espère envoyer quelque chose, en 2018 aussi, c'est compliqué à vrai dire, mais on espère le faire, qui sera aussi un petit rover, qui aura une grande capacité, moindre quelque part en tant que mobilité que les rovers américains, mais meilleur peut-être au niveau de l'instrumentation, et en particulier on aura la capacité de faire un forage jusqu'à 2 mètres pour aller chercher des échantillons dont rien à la surface n'aura pu modifier l'état réellement, c'est ce qu'on pense en tout cas. Et puis ensuite la NASA espère faire le même genre de choses 2 ans plus tard. Bref, il y a toute une myriade de moyens qui sont et qui vont être mis en place dans les 10 années qui viennent, parce que suite à tout ce qui a été trouvé depuis une dizaine d'années, cette capacité incroyable de Mars d'avoir préservé ces terrains qui peuvent nous dire si oui ou non la vie a pu démarrer et émerger ailleurs que sur Terre, bien sûr, ça vaut le coup d'y aller voir. Comme je disais tout à l'heure, si on le trouve, c'est génial. Si on ne le trouve pas, ça sera toujours plus compliqué parce que ne pas trouver, ça peut vouloir dire, bien sûr, qu'on n'a pas été capable de trouver quelque chose qui existe. Démontrer du négatif est difficile. Mais ça risque malgré tout de repousser pas mal les limites. Et ensuite, on espère faire ce qu'on appelle un MSR, qui veut dire Mars Sample Return. On essaye pour la décennie prochaine, là pour le coup pour les années 20, prélever un échantillon, bien sélectionné, le ramener ici pour que dans nos laboratoires, dans ceux d'Hervé, on puisse faire des analyses biologiques pour savoir si oui ou non vraiment on a quelque chose qui ressemble à du vivant. Donc Mars a quelque chose de tout à fait unique par rapport à ça. Et pour terminer, je ne vois personne, donc je ne sais pas si on me fait signe ou pas, je vais vous dire, bien sûr Mars a quelque chose que personne d'autre n'a, je dirais, dans le système solaire, par rapport à cette capacité de préserver ces vestiges dès l'ancien temps. Mais il y a de l'eau probablement. La question est de savoir d'où vient le carbone. Hier, on a parlé beaucoup dans la conférence d'Hervé, où il disait qu'il y a plusieurs possibilités. Ça peut être du volcanisme, et puis ça peut être des poussières qui viennent de l'extérieur. Et cette idée, et probablement ça peut être tout à la fois, cette idée qu'il peut y avoir de la matière organique très intéressante qui vient de l'espace, c'est une idée sur laquelle je veux maintenant terminer en 2-3 minutes, parce qu'elle est quelque part fondamentale, et on est à un nœud actuellement de l'exploration de ce point de vue-là. L'idée, c'est la suivante. Chacun sait qu'une comète, c'est quelque chose comme ça qui est caractérisé par une coma, c'est une chevelure, hein, c'est pour ça qu'en latin ça s'appelle comète, donc, et des grandes queues. Mais on ne réalise pas l'échelle, ça c'est des millions de kilomètres. Et en fait, ce qu'on appelle la comète, ça c'est ce qu'on observe lorsqu'elle passe près du Soleil et qu'on peut la voir tout simplement à l'œil ou au télescope, mais la comète elle-même, c'est un noyau qui fait quelques kilomètres seulement, et quelquefois moins. Le plus gros allait, enfin c'est pas le plus gros, mais un des plus gros, il fait 20 kilomètres, c'est tout petit. Donc c'est un point de 20 km sur quelque chose qui fait plus d'1 million de kilomètres, autant dire qu'on ne peut pas le voir à l'échelle ici. Et on sait qu'effectivement, depuis longtemps, des dizaines et des dizaines d'années, que les comètes, c'est essentiellement de la glace d'eau. Et c'est pour ça qu'on les voit quand elles s'approchent du Soleil, parce que si on s'approche du Soleil, la glace se transforme en vapeur et ça donne ça. Et pour la première fois, en 1986, il y a 5 sondes spatiales qui ont été à la rencontre d'un noyau cométaire, précisément celui de la comète de Halley. La comète de Halley vient tous les 76 ans. Il était venu en 1910, il est repassé en 86. On savait qu'il allait venir. Personne ne l'a vu parce qu'on était du mauvais côté du Soleil. C'est en plein jour qu'il aurait fallu le voir, donc on ne pouvait pas le voir. Il y a 5 sondes spatiales qui ont été. 2 sondes soviétiques qui s'appelaient Vega, parce que c'était d'abord sur Vénus, V, et Ga comme galet, parce que le G est aspiré en russe. Une sonde européenne qui s'appelle Giotto, et 2 sondes japonaises. Et à part les sondes japonaises qui essentiellement voulaient passer dans la queue parce que c'est ça qui les amusait, c'est de regarder un peu le champ magnétique et des choses comme ça ici, les 3 autres, elles voulaient rentrer le plus près possible ici pour s'approcher au plus près du noyau pour savoir ce que c'est que ce noyau. Et c'est intéressant de se souvenir quelles étaient les questions majeures que ça se posait. Vous allez voir, je considère que c'était une des plus fructueuses, fécondes des explorations qu'il y a jamais eu. Mais personne n'en a parlé parce que, comme je viens de vous le dire, il n'y avait pas d'Américains dedans et comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas parler de ce qu'on fait, malheureusement, nous. Mais c'était tout à fait remarquable. Les sondes se rapprochent et les questions majeures qu'on se posait étaient les suivantes. Est-ce que, je vais remettre celle d'avant, quand on observait au télescope ces queues de cométaires, on voyait qu'ici, il y avait une raie qu'on ne voit pas bien ici, en bleu. Il y a une petite raie bleue toujours, qui est la désintégration du CO+, un ion de CO essentiellement, qui provient vraisemblablement de la transformation de CO2. Et hier, Hervé vous a dit, pour les affaires du vivant, on aimerait bien que ça soit du CH4 plutôt que du CO2. C'est plus facile de former des macromolécules si on part de CH4, de méthane, que de gaz carbonique, du CO2. Or, Vénus, et d'ailleurs la Terre primitive, c'est du CO2 qui dominait.
Vous savez que notre CO2 était très dominant. On avait des dizaines de barres de CO2. Si on ne les a plus aujourd'hui, c'est que, bien sûr, le CO2 se dissout dans l'eau. C'est pour ça qu'on a de la badoie. Et qu'une fois qu'il se dissout dans l'eau, ça s'ionise, ça récupère un cation, ça précipite, ça fait un carbonate, de la craie. Et tous les calcaires que vous avez, en particulier ici dans la baie, c'est notre réserve de CO2. Il y a 300 mètres de calcaire équivalent sur Terre qui sont les dizaines de barres de CO2 initiales. Chaque fois que vous marchez là-dessus, vous marchez sur notre atmosphère primordiale, qui est donc du CO2. Mais quand on regarde les planètes géantes, c'est le CH4 qui domine. Et donc la question, c'est est-ce que c'est le système interne qui a transformé le CH4 en CO2 ou est-ce que c'est le système externe qui a transformé le CO2 en CH4 ? Et ça serait une réponse importante parce que c'est ça qui nous dirait si la vie a pu facilement partir à partir de petites molécules dans lesquelles on met de l'énergie, comme on vous a montré hier. Or, sur une comète, on voit du CO+, et pourtant elles se sont formées loin, probablement au-delà de la ligne des glaces, donc là où les planètes géantes se sont formées, où c'est le CH4 qui domine. Donc il y a une vraie question de savoir, dans les glaces du noyau, quelles sont ce qu'on appelle les molécules mères, les molécules à partir desquelles le carbone va donner les queues en question. Est-ce que c'est plutôt du CH4 ou plutôt de CO2 ? Et donc, on envoie les 5 sondes, surtout les 3 qui vont tout près. Et la première des découvertes qui a été faite, qui est tout à fait fondamentale, vous allez voir un objet dont on savait qu'il était fait pour 80% de glace d'eau. Et le reste, c'est des glaces d'autre chose, c'est H4 ou CO2. Quand vous allez voir de la glace, c'est brillant. Si vous allez voir le Mont Blanc, il est blanc, il y a une bonne raison pour ça. Et donc, on avait fait des instruments pour aller voir un objet brillant. Le premier résultat que toutes les caméras ont montré, c'est que c'est l'objet le plus sombre du système solaire. Il est 3 fois plus sombre que les régions les plus sombres de la Lune. Il est plus noir que mon sac noir ou que tout ce qui est noir, plus noir que du charbon. Et en même temps, je ne vais pas vous montrer bien sûr les spectres, les instruments qu'on avait à bord ont démontré qu'effectivement, on avait raison, c'est bien plus de 80% de glace d'eau. Comment vous faites pour qu'un objet qui est tellement fait de glace soit si sombre ? Eh bien, la réponse essentielle, mais qui n'est pas encore confirmée, comme vous allez le voir, parce qu'on n'avait pas les instruments pour le mesurer, parce que personne n'y avait pensé, c'est que le carbone, essentiellement, n'est pas sous forme, majoritairement, ni de CH4, ni de CO2. Et c'est ça qui est génial en science. Vous posez une question et vous démontrez que la question était mal posée, et vous avez bien sûr un entonnoir de nouvelles questions qui se posent, et c'est ça une recherche fructueuse. Ben là, elle était très fructueuse, parce qu'on s'est aperçu qu'on n'avait rien compris à ce que c'était que des comètes de ce point de vue-là. La raison pour laquelle le noyau est si sombre, c'est que le carbone, dans le comète de Halley, on a montré que c'est la même d'ailleurs dans toutes, il est majoritairement fait sous forme de macromolécules, probablement polymérisées, très réfractaires, très solides, très stables, très sombres. Pour moi, le meilleur exemple que je donne toujours, c'est quand vous faites de la cuisine, vous mettez de la graisse sur votre brûleur qui est transparente. À force d'utiliser votre brûleur de cuisinière, vous faites ce que les chimistes appellent du cracking. Vous virez de l'hydrogène, vous polymérisez votre chose et vous faites des molécules dont on sait qu'elles sont très stables, puisque ce n'est pas avec du pec-citron que vous l'enlevez, il faut frotter pour que ça disparaisse. Vous ne pouvez pas les dissoudre. C'est ça une molécule réfractaire. Eh bien, probablement, les noyaux cométaires sont faits d'un matériau comme ça. Mais pourquoi c'est intéressant ? C'est que le noyau cométaire, quand vous le voyez se sublimer, c'est qu'il est dans une trajectoire qui l'a ramené près du Soleil. Et chaque fois qu'il passe près du Soleil, il y a plusieurs mètres ou dizaines de mètres qui disparaissent. Donc il ne fait pas plus qu'une dizaine, une centaine de tours. En d'autres termes, quand vous voyez une comète, c'est que cet objet-là, il vient juste d'arriver, s'enrouler là, il fait quelques tours et il meurt. C'est le champ du cygne. Le noyau cométaire, il est resté très loin du Soleil, on peut dire tout le temps, depuis qu'il s'est formé, il y a plus de 4,5 milliards d'années, jusqu'à très récemment, quand une perturbation gravitationnelle, parce qu'il y a une étoile pas loin qui est passée, l'a ramené dans le Soleil, dans le système interne. Et donc, chaque fois qu'il passe et que vous le voyez, ce que vous voyez, c'était du matériau qui était à l'intérieur, mais qui était à l'intérieur depuis que la comète est comète. En d'autres termes, les comètes, on a réalisé tout d'un coup que les comètes ont échantillonné ce nuage, la nébuleuse de Kant, au moment où elle était suffisamment dense pour donner naissance aux planètes géantes comme aux planètes internes, mais dans le système externe. Donc les comètes, c'est le meilleur témoin de ce qu'était le matériau de départ. Et qu'est-ce qu'on trouve tout d'un coup ? C'est que dans ce matériau de départ, il y a des molécules organiques dont on ne connaît toujours pas la composition, mais qui sont très particulières. Elles sont déjà probablement ces grandes molécules qui peuvent éventuellement avoir eu un rôle important après, formées dans une chimie très particulière qu'on ne peut pas facilement reconstituer en laboratoire parce que c'est l'effondrement, c'est une chimie qui a opéré pendant qu'un nuage est en train de s'effondrer. Ce qu'on appelle un nuage, c'est du gaz, des grains, du rayonnement cosmique qui passe, bref, des sources d'énergie tout à fait inhabituelles qui vont donner une chimie tout à fait particulière. Et tout d'un coup, les gens se sont dit, mais c'est extraordinaire parce que lorsqu'une comète comme ça
Je vous ai dit tout à l'heure que les comètes ont été fondamentales, c'est elles qui ont amené l'eau dans le système interne. Parce qu'il y a énormément de ces matériaux-là qui sont rentrés dans le système interne quand les planètes se sont constituées, et qui sont l'eau que l'on boit. Chaque fois que vous buvez 1 litre d'eau, vous avez 3 verres de comète dedans. Mais ce n'est pas ça le plus important, parce que l'eau, c'est toujours une molécule d'eau, H2O. L'important, c'est que si l'eau vient des comètes, en même temps, les comètes ont apporté non seulement l'eau, mais du carbone, sous forme précisément de molécules dont on ne connaît toujours pas la composition, mais qui peut avoir été très important, peut-être même être le fameux chaînon manquant de l'origine du vivant. Donc là, j'ai quelques images comme ça, mais tout ça, on peut l'abandonner, sauf ce qui est marqué là-bas, qui est de dire la chose suivante. Quand on a réalisé ça, donc à la fin des années 80, les gens se sont dit, mais c'est trop beau ce truc-là. La prochaine fois, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas simplement faire un survol qui a duré que quelques minutes. Il faut aller sur un noyau cométaire, se poser dessus, prendre de la glace, la rapporter et l'analyser. Parce que c'est en analysant cette glace qu'on va l'analyser, pas tellement l'eau, mais qu'est-ce qu'elle a piégé dedans? Elle a piégé tout ce qu'il y avait de disponible, dont ces macromolécules organiques. Et donc on a construit une mission. Quand je dis on, c'était les 2 agences spatiales majeures qui étaient la NASA et l'Agence spatiale européenne, l'ESA. Et ça s'est appelé CNSR pour Cometary Nucleus Sample Return, retour d'échantillon d'un noyau cométaire. Et bien sûr, ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe toujours. La NASA, sans passer un coup de fil, a décidé de partir. Et donc, l'ESA s'est retrouvée toute seule pour le faire. Et les budgets qu'on avait ne nous permettaient pas, avec les technologies que l'on avait, d'aller sur un noyau cométaire, de se poser, prendre de la glace et le rapporter. Et comme on n'a pas été capable de faire ça, on s'est dit, on va faire l'inverse. On ne va pas rapporter la glace, on va fabriquer un laboratoire qu'on va aller apporter là-bas. Et c'est ça qu'on a fait, c'est ça la mission Rosetta. La mission Rosetta, qui a été donc décidée début des années 90, pour un lancement en 2002, qui a été reporté en début 2004, elle est dans l'espace depuis 10 ans, et elle porte un laboratoire plus plein d'instruments qui, pour l'essentiel, ont comme tâche d'aller à la rencontre d'un noyau cométaire, se mettre en orbite autour, pour autant que ça veut dire quelque chose, tellement il y a peu de gravité, et larguer à un moment donné un laboratoire qui fait une centaine de kilos, qui va essayer de faire sur place ce qu'on aurait fait en laboratoire, en moins bien, mais quand même on va essayer de le faire, pour analyser l'ensemble du matériau, y compris le matériau organique. Et je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Ça, c'était le lancement. C'est passé près de... Alors, vous voyez cette sonde, j'aime bien ce dessin parce que c'est un dessin, mais qui représente... C'est une sonde, elle est grande à peu près comme ça, on va dire, c'est à peu près comme un cube qui serait là. Mais comme on a été très loin dans le système solaire et que nous, on n'utilise que des panneaux solaires, il n'y a pas d'énergie radioactive à bord, ce sont des panneaux solaires, il y a 2 fois 15 mètres de panneaux solaires. C'est-à-dire que la sonde, elle ne rentre pas dans la cour ici. C'est une sonde gigantesque, vous ne voyez pas tous les panneaux. Et là, vous avez accroché, et l'engin est toujours accroché, le petit... Ça fait 1 mètre cube, donc ça vous donne l'échelle. Le truc qui va aller se poser, c'est passé près de Mars, on a fait une très belle image, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais c'était nos caméras, on était contents, parce que pour la première fois, on a fait, avec les caméras qui sont sur cet engin-là, qui s'appelle Philae, mais qui est attaché pour l'instant, vous avez en premier plan les 15 mètres de panneaux solaires, au point, et derrière, vous avez Mars, parce qu'on a fait un survol de Mars pour utiliser le rebond gravitationnel pour repartir dans le système externe. C'est une belle mission. Et donc voilà, c'est cette année qu'on va, en principe, aboutir là où on veut. On est en train de se rapprocher, il y a plein de manœuvres. La dernière manœuvre va avoir lieu le 6 août, donc dans 15 jours. Et on va faire la dernière manœuvre qui va nous mettre vraiment à la même vitesse que le noyau. Donc on va être en orbite autour. À ce moment-là, on sera à 100 km du noyau et on va essayer de rester autour du noyau. Et on va à ce moment-là cartographier au maximum ce noyau-là pour choisir un endroit où se poser. Et en principe, au plus tard, ça devrait être le 11 novembre. Vous pouvez vous demander pourquoi on a choisi le 11 novembre. Ce n'est pas parce que c'est une manip franco-allemande. Et pourtant c'est du franco-allemand, ce truc-là. Et je leur avais proposé, parce que je suis impliqué là-dedans, je suis responsable de cette affaire-là, et donc on leur avait dit, on ne va quand même pas leur faire ça, on va le décaler. Et quand on a dit aux Allemands, bon, excusez-nous, on peut le faire le 10, ils ont dit, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu le 11 novembre? Et ils n'ont toujours pas compris que c'est passé un truc le 11 novembre, donc on a dit, c'est comme ça, on maintient le 11 novembre. Et donc, j'espère qu'il n'y a pas trop d'Allemands dans la salle. Et donc, ça aura bien lieu le 11 novembre. Et on va se poser le 11 novembre. Pourquoi on a décidé le 11 novembre? Parce qu'on veut se poser suffisamment loin pour que le Soleil n'ait pas commencé à travailler la surface. Et donc loin, c'est 3 unités astronomiques. Donc on a décidé, un peu arbitrairement, à 3 unités astronomiques, on se pose. 3 fois la distance Terre-Soleil. Et vu la trajectoire de la comète, elle passe à 3 unités astronomiques le 11 novembre. D'où le 11 novembre. Et donc, on aura 2 mois à peu près pour se préparer. Et, tout ça. Et je vais simplement... Voilà, ça, c'est une image qui a été prise la semaine dernière, le 14 juillet, de ce sur quoi on va se poser. Et je peux vous dire que quand on a reçu cette image la semaine dernière, on était un peu inquiet parce qu'on ne s'attendait pas à voir un objet comme ça. Donc, vous voyez, il y a en fait 2 noyaux qui ont dû se coller tôt dans l'histoire. Là, alors, c'est comme une chaussure avec une semelle, vous voyez ici, mais on ne peut pas se mettre du côté de la semelle qui est le plus grande parce que ce côté-là, il est toujours dans l'ombre.
Or, nous, on a des panneaux solaires pour ça. Donc, on va être obligé de se mettre là. Mais là, les images qui nous arrivent, j'en ai eu aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas mal bossé là-dessus. On a eu des images qui sont arrivées, c'est très, très pas lisse. Donc, bon, 11 novembre, hein, vous verrez la suite. Et donc, on a fait quelques dessins d'artistes pour l'instant, d'imaginer ce que ça va être. Alors, voilà, on va se poser sur des choses comme ça, ou le bord d'une falaise, ou voilà. On espère, ça c'est notre vrai lander qui va se poser. Et ça, c'est une image d'artiste qu'on espère être transformée le 11 novembre par une vraie image où on verra l'orbiteur au-dessus de nous, nous ici, quelques étoiles radieuses, quelque chose de tranquille, on sera bien posé et on va pouvoir commencer à analyser. Alors, je vous donne simplement la liste des instruments ici, mais je ne vais pas en dire plus. Vous lisez les passages, je vais simplement pour illustrer avant de finir. On se demande pourquoi ça a mis du temps pour nous de fabriquer ce truc-là. C'est extrêmement compliqué. On va poser donc quelque chose qui est un peu plus petit que ça à l'échelle, 1 mètre cube à peu près, à une distance telle que la température extérieure sera de l'ordre de moins 150 degrés. Et donc, il va falloir travailler à moins 150 degrés. Personne n'a jamais travaillé dans l'espace à moins 150 degrés. En principe, rien ne tient à moins 150 degrés. Et on a un nombre d'instruments, on a 10 instruments à bord. On a par exemple un truc ici qui est une foreuse. Parce que non seulement on veut travailler avant que le soleil n'ait transformé le matériau, mais on veut être sûr que vraiment ce qu'on va avoir, c'est ce qu'il y avait au début. Donc on va les forer pour chercher des échantillons sous la surface. Mais le problème, c'est qu'on n'a aucune idée de ce que c'est que la surface. Donc il a fallu fabriquer tout ça sans savoir ce sur quoi on allait se poser. Et donc on a fabriqué quelque chose qui est réputé être aussi dur que du béton. Et donc, on a fabriqué une foreuse capable de forer 30 cm dans du béton. Ça, c'est la première chose. Et puis, on a des spectromètres de masse, on a de haute tension, on a 7 caméras tout autour, plus des choses qui se déploient. Bon. Et on a surtout, alors une partie ici va travailler à moins 150 degrés. Nous, il a fallu qu'on fabrique des caméras qui sont capables de travailler à moins 150 degrés. Donc, les caméras, c'est les mêmes que vous avez dans votre appareil photo, sauf que votre appareil photo, à moins 2, il arrête. Nous, il faut que ça travaille à moins 150. Donc, c'est plus compliqué à fabriquer ces technologies-là. Mais une grande partie de l'électronique est à l'intérieur, malgré tout, parce que l'électronique, en dessous de moins 50, elle a du mal. Déjà, moins 50, c'est pas bien chaud. Mais donc, on a à peu près 40 kg d'électronique qui doit être chauffée de moins 150 à moins 50, donc 100 degrés. Donc, vous avez, quand on sera là-bas, il faudra chauffer 40 kg de matière de 100 degrés, forer dans du béton sur 30 cm, fabriquer de haute tension, fabriquer 7 caméras, tout ça. Eh bien, pour tout ça, la puissance que l'on a, c'est 6 watts. 6 watts, c'est la moitié de la puissance de la petite lumière que vous avez dans votre réfrigérateur. Vous savez, vous avez une petite lumière dans votre réfrigérateur, c'est du 12 watts. Vous prenez la moitié de ça, c'est ce qu'on a pour faire tout ce que je viens de dire. Donc, c'est simplement pour illustrer que on vous dit toujours que le spatial coûte cher. D'abord, ce n'est pas vrai, ça ne coûte pas très cher, mais les technologies qu'on a à mettre en place sont inimaginables parce qu'on est dans des environnements extrêmement contraints, essentiellement. Donc, imaginez que, si je vous dis ça, c'est pour vous dire à quel point c'est une entreprise risquée. La probabilité la plus grande, ce n'est pas que ça marche, c'est que ça ne marche pas. On va tout faire pour que ça marche, mais enfin, ce n'est pas exclu que ça ne marche pas. Donc, il faut que vous apprêtiez aussi à ce qu'on ne célèbre pas une victoire. Mais ce n'est pas exclu qu'on le fasse. Mais à la clé, il y a la possibilité donc de prélever des échantillons et de les analyser en séquence avec 4 instruments, un microscope optique, un microscope infrarouge qui va nous faire de la minéralogie et la composition des gaz et des organiques par l'infrarouge. Et ensuite, on va mettre dans des petits fours et on va chauffer en fonction de la température. Les gaz vont partir, ils vont aller sur 2 lignes de mesure pour faire de la spectrométrie de masse après ce qu'on appelle de la chromatographie ou après de la chimie pour essayer de caractériser au mieux ce matériau. Avec cette idée qu'à la finale, on aimerait savoir ce qu'il y a en dessous de tout ça, c'est-à-dire dans les glaces cométaires, parce qu'on est convaincu quelque part que c'est l'impact de ces comètes dans les océans terrestres, ou planétaires peut-être, qui a pu être le démarrage de ces conditions-là. Un mot que je n'ai pas le temps de dire ici, c'est qu'on fait la même chose avec une mission japonaise pour aller se poser sur un astéroïde où on va essayer de faire ça, mais je passe. Et je termine simplement pour dire que voilà, vous voyez qu'avant Copernic, on avait une Terre unique. Avec Copernic et tout le reste, on est arrivé à la pluralité des mondes. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Plus ça va, plus on comprend maintenant la séquence des processus qui ont pavé l'évolution, plus on arrive, ce que je vous disais au début, un éloge de la diversité, à l'idée que si les processus sont génériques, les formes prises peuvent être d'une incroyable diversité et que le couplage de toutes ces formes particulières vont donner des chemins d'évolution différents. Et que dans ce cadre-là, on l'a vu pour les exoplanètes par rapport à notre propre système, rien d'étonnant à ce que l'on trouve des chemins d'évolution tout à fait différents. Rien d'étonnant à ce que la Terre ait eu un chemin d'évolution différent de Mars, de Vénus, de Jupiter ou de Saturne. Si je dis ça, bien sûr, c'est avec cette idée que je dois mettre ici, que
Ce qui caractérise donc notre évolution, c'est évidemment pas simplement le fait qu'on soit à une certaine distance du Soleil. C'est tout le reste, c'est tout ce que je viens de dire, et bien sûr beaucoup d'autres choses. C'est tous ces processus qui font que la Terre est devenue la Terre, que le vivant a pu prendre place, il a pu s'adapter dans des conditions particulières. Est-ce que la vie doit être conçue comme le chemin ultime de l'évolution de l'univers dans sa complexification? De mon point de vue, bien sûr que non. Il y a beaucoup de chemins différents. Hier, Hervé, d'une manière brillante, a montré qu'en particulier, dans le vivant lui-même, les bactéries peuvent être considérées comme aussi, et peut-être plus même, développées quelque part que notre propre cerveau, quelque part aussi, par rapport à ce qu'on appelle l'évolution et la capacité d'adaptation. On ne va pas redémarrer la discussion là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que la diversité des possibles est, à mon avis, la version actuelle de l'idée que l'on se fait de l'évolution du système solaire. J'ai peut-être mis le balancier un petit peu trop dans l'autre sens, mais c'est tellement dans l'autre qu'il est en général que voilà, si la vie est belle, c'est sûr, elle est belle sur Terre parce qu'elle ne peut pas être ailleurs et qu'il faut faire avec, mais qu'on a toutes les possibilités de faire avec. Voilà. C'est bon. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je voudrais dire juste une chose avant de laisser la parole au public. Je crois que vous êtes fous. Non, pas vous. Pas toi. Les astrophysiciens, vous êtes fous. Pourquoi vous partez pas avec des bougies carrément 6 watts? Non, mais vous êtes... c'est impressionnant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 6 watts? Comment on fait pour transformer si peu d'énergie pour faire tout ça? Vous avez des transfos particuliers. Nous, avec 230 volts et quelques watts, 10 watts, je crois, c'est ça, 10 watts? Non, 45 watts. 45 ampères. Et en watts, ça fait combien, nous? P égale UV, le produit des deux, oui. Oui, c'est ça. Ouais. On n'arrive pas à faire marcher notre Livebox Orange et vous faites marcher tout ça. Comment ça se passe, en fait? Il y a en France en particulier, en Europe en général, le savoir-faire aérospatial s'est développé maintenant depuis des décennies, est tout à fait remarquable. Par exemple, l'histoire de la foreuse. Qu'est-ce qu'il y a de fort là-dedans? Eh bien, il y a des gens qui, pendant des années, ont travaillé sur l'outil lui-même. Il faut un outil particulier pour être capable de forer alors que tu n'as que 2 watts. Il faut arriver à rentrer aussi profond que l'on veut. Et pas dans des... Parce qu'en plus, ça va se faire très vite, tout ça, parce qu'en un jour, on n'a plus d'énergie. Donc, il faut en plus se faire vite. Oui, parce que je ne l'ai pas dit que tout ça, ça va durer peu de temps. Ouais. Eh bien, voilà, c'est le savoir-faire des équipes qui... Mais on ne peut pas emmener des batteries? On a des batteries, bien sûr. Oui. Mais les batteries, c'est ce que c'est. Les batteries, ça pèse lourd, contrairement à ce qu'on pense. Et voilà, donc, on a des batteries, on a 1000 Wh. Et en 2 jours, voilà, ça fait à peu près ça. Et on fait des tests, j'imagine, au préalable? On a fait des tests avant. Un des tests qu'on n'a pas pu faire, bien sûr, c'est de tester nos batteries, parce qu'on sait que pour tester les batteries, il faut la connecter. Si on la connecte, donc on ne sait toujours pas si on va avoir de l'énergie. Ça fait partie des choses. C'est-à-dire qu'on n'est pas complètement sûr. On ne le saura que quand on va se larguer et qu'on va les mettre sous tension. D'accord. On ne peut faire... Alors on a gardé la même au sol et on vérifie au sol. Mais voilà, donc on... Oui, mais une bonne expérience... Il faut toujours coupler l'ambition scientifique et le défi technologique. Bien sûr. Et donc, une grande partie de ce qu'on fait, les gens ne réalisent pas, c'est de l'instrumentation. C'est-à-dire qu'une grande théorie, après, c'est facile à faire. L'important, c'est d'avoir les mesures. Et pour faire les mesures, eh bien, on a développé des équipes, en particulier dans les laboratoires qu'on appelle laboratoires spatiaux. Il y a une dizaine de laboratoires en France, des petits laboratoires, 150 personnes chacun, mais qui ont acquis au cours du temps la capacité à maîtriser toutes ces technologies. Et tout le spatial en France se fait dans ces 10 laboratoires. Là, aujourd'hui, 25 juillet, la photo date du 14 juillet, c'est ça? J'imagine qu'il y a des tas de gens en ce moment qui sont en train de modéliser le petit bidule et qui se disent, mais bonsoir, par où on va le prendre? Comment on va le prendre? Oui. Et j'aurais pu vous le montrer parce que c'était l'essentiel de mon activité cet après-midi. On a une équipe de gens de navigation au CNES à Toulouse. C'est à Toulouse qu'il y a le grand centre du CNES. C'est eux qui, actuellement, sur la base de ça, essayent de trouver les trajectoires qui iront bien pour nous larguer là-dessus. Parce que le problème, c'est qu'il faut que l'orbiteur passe pas trop loin non plus pour nous larguer avec la bonne vitesse en direction et en module pour que la trajectoire fasse que finalement, après, on tombe dessus. Et tu veux dire qu'avant de recevoir cette image, vous n'aviez absolument aucune idée de ce que vous alliez trouver? Non, donc il a fallu fabriquer quelque chose qui, en principe, devrait
accepter une assez grande variation Mais il faut que la comète coopère, et pour l'instant, elle n'est pas trop coopérative. Elle n'est pas coopérante, non, coopérative. D'accord. Ils sont fous, hein. Et on en avait un il y a 2 ans, presque aussi fou, André Braic. Vous vous rappelez? Sous la pluie jusqu'à 2 heures du matin. Pareil. Des questions? Oui, bonsoir, messieurs. Voilà, je voulais vous poser une question concernant le champ gravitationnel terrestre, magnétique terrestre. Bon, je suis navigateur. Bon, je sais qu'il y a une variation du champ magnétique, mais en même temps, bon, est-il vrai qu'on constate actuellement une forte diminution du champ magnétique terrestre, ce qui aurait un impact, comme vous le disiez tout à l'heure, comme il y a eu sur Mars, du fait de la non-réflexion et de la non-déviation des rayons cosmiques? Alors, la réponse à votre question précise, c'est-à-dire s'il y avait même un arrêt même de la dynamo actuelle de la Terre, est-ce qu'il y aurait un impact? Au sens où je le disais tout à l'heure, la réponse est non, parce que le Soleil actuellement n'est pas dans les conditions où il était à l'époque. Le Soleil jeune était, du point de vue de ses effets sur les atmosphères planétaires, beaucoup plus violent qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, il a fallu, ça a duré, disons, entre 1 et 2 milliards d'années. Il fallait, pendant au moins 1 milliard d'années, être bien protégé. Depuis ce temps-là, je dirais à peu près, peu importe. Et les variations du champ magnétique que l'on mesure effectivement actuellement, c'est des choses relativement récurrentes, non pas périodiques, mais récurrentes. Donc depuis longtemps, depuis qu'on mesure, on sait que le champ magnétique terrestre a des fluctuations importantes, il y a même des inversions. Donc s'il y a une inversion, c'est un moment où on passe même à zéro, ça n'a pas d'influence globale, au sens où je le disais tout à l'heure. On n'aura pas un changement climatique global, ça ne va pas souffler. Cela dit, il y a un effet du champ magnétique, en particulier sur la haute atmosphère et sur l'interaction de la haute atmosphère avec ce qui vient du Soleil. Donc il y a des effets climatiques, mais ils sont du 2e ou du 3e ordre par rapport à ceux dont je parlais tout à l'heure. Allez-y, allez-y. Vous pouvez dresser des plans sur la comète, allez-y. Tu les as laissés sans voix, dis donc. C'est pas grave du tout, hein. On peut aller boire. Ah, voilà, ça y est. Pascal. Oui, bonsoir. Il m'a semblé lire quelque part que la Lune avait tendance à s'éloigner au fur et à mesure du temps. C'est correct? Et quelles peuvent être les implications de cet éloignement? Oui, ça c'est un effet mécanique relativement simple, c'est un effet binaire en fait entre la Terre et la Lune. Effectivement, l'attraction entre les deux fait qu'elle n'est pas en train de s'éloigner maintenant, elle n'arrête pas de s'éloigner depuis qu'elle est formée. Donc la distance Terre-Lune s'éloigne. Le système n'est pas stabilisé actuellement. Quand vous avez, d'ailleurs on dit que la Lune tourne autour de la Terre, c'est aussi faux que de dire la Terre tourne autour de la Lune. Les deux tournent autour du centre de gravité commun. Parce que la Terre est plus massive que la Lune, bien sûr, elle a eu un effet plus fort sur la Lune. En particulier, il y a un effet de marée qui fait qu'il y a un bourrelet, et ce bourrelet a été tel qu'il a stabilisé la Lune dans sa position par rapport à la Terre, qui fait qu'elle pointe toujours la même face. C'est pour ça que vous ne voyez pas. Mais nous, où qu'on soit, on tourne bien sûr. Toute personne à la surface de la Terre voit la Lune, ce qui veut dire que nous, on n'est pas stabilisé par rapport à la Lune. Donc nous aussi, on a actuellement un mouvement imposé par la Lune de ralentissement. En même temps que la Lune s'éloigne, la Terre ralentit dans son mouvement. Et en fait, le système ne sera stabilisé que lorsque la rotation de la Terre sur elle-même sera égale à sa révolution autour de la Lune. De même que la révolution. Quand on dit que la Lune, bien sûr, tourne sur elle-même à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre. Donc elle fait un tour sur elle-même en même temps qu'elle fait un tour autour de la Terre, donc elle pointe toujours la même face. Eh bien, de la même manière, notre système stabilisé, lorsque la Terre tournera sur elle-même, en même temps qu'elle tourne, à la même vitesse qu'elle tourne autour du Soleil. Ça voudra dire qu'à ce moment-là, le jour terrestre durera à peu près 1 mois ou 2 mois actuels, et actuellement, le jour se rallonge effectivement, mais c'est une toute petite fraction de seconde par an, donc ce n'est pas mesurable. Et c'est exactement le même processus qui explique que la Lune s'éloigne. Donc il y a ce double mouvement, éloignement de la Terre et de la Lune, et ralentissement de la rotation de la Terre sur elle-même. Non, mais il ne reste jusqu'à 2 heures que s'il pleut. Il ne pleut pas, donc... Là, voilà, ça marche. Oui, vous disiez qu'il y a une très très grande diversité de planètes.
Mais sur Terre, on voit qu'il y a certes des points communs, mais enfin, il y a une grande diversité d'adaptation, en tout cas de la vie, à beaucoup de conditions différentes. Donc est-ce qu'on ne peut pas imaginer que malgré des diversités de conditions très fortes entre les planètes, il y ait des diversités de possibilités d'apparition de la vie sur ces planètes? Et donc rétablir une probabilité un petit peu plus favorable de vie sur des exoplanètes. Votre formulation est bonne, on peut l'imaginer. C'est-à-dire qu'effectivement, rien n'empêche de l'imaginer, qu'on ne sait tellement pas ce qu'ont été les processus à l'origine de l'émergence du vivant, que bien sûr, on peut tout à fait imaginer qu'il y ait une robustesse de ces processus à des choix de diversité aussi grands que l'on veut. Ce sur quoi je voulais insister, c'est que ceci est peut-être vrai, mais que les conditions dans lesquelles la vie devra s'adapter, elles présentent une incroyable diversité. Quand je disais par exemple que les molécules viennent peut-être des comètes, il ne faut pas penser que tout nuage qui s'effondre va donner la même chimie. Il se peut que la manière dont notre disque s'est effondré a donné naissance à la fois à une migration très particulière de Jupiter et de Saturne, ce que j'ai montré, mais aussi à une chimie de l'effondrement qui fait que le type de molécule qui a peut-être été fondamental pour l'émergence de la vie sur Terre ne va pas se retrouver dans un autre coin de l'univers. L'évolution ensuite va dépendre par exemple de la teneur en énergie, ce que j'ai dit sur le champ magnétique tout à l'heure, c'est directement lié aux ressources radiogéniques, radioactives là-dedans. De quoi elles dépendent? Eh bien, de ce qui a été présent dans le nuage qui a donné naissance à l'ensemble de ces objets-là, donc de l'âge de ce nuage dans la galaxie, ce genre de choses. Rien ne permet de dire que dans d'autres conditions, on va trouver quelque chose qui va permettre... Encore une fois, on recherche cela parce qu'on est quelque part convaincu qu'il faut aboutir à la vie et que la vie est quelque chose qui est tellement bien qu'il faut y arriver. Bon, peut-être. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a l'émergence de cette complexification-là. Il y a d'autres types d'évolutions, même moléculaires, autres que vers le vivant, qui peuvent très bien avoir la même rationalité, etc. Et que, ben voilà, on en a un, il peut y en avoir d'autres. Il n'y a pas de raison, à mon sens, de favoriser un chemin d'évolution particulière. Même si, pour des raisons que j'ai voulu montrer, un peu idéologiques, enfin très fortement idéologiques, on a toujours cette idée-là que le vivant est ce vers quoi l'univers tend depuis qu'il est formé, avec cette notion d'un dessin avec un EIN, ce que je ne crois pas du tout. La diversité des possibles n'a rien à voir avec ni le créateur ni le dessin. Il y a une possibilité de forme d'évolution qui, mise ensemble, va donner celle-ci. Cela dit, on peut tout à fait, et je sais qu'en disant ça, je suis en désaccord avec beaucoup de mes propres confrères et consoeurs, mais je pense qu'il faut qu'on s'habitue à cette idée de la diversité. Donc, un petit peu comme dans la conférence d'avant le repas de tout à l'heure, il y avait cette idée que l'homme ne peut aller que vers ça quelque part et qu'on va aller vers ce post-humanisme, etc. Non, il y a cette évolution-là, mais elle n'a rien d'inéluctable d'une part, c'est ce qui a été dit, mais surtout elle n'a rien d'ancré dans les gènes. Je veux dire, il n'est pas dit que forcément le cerveau humain ne doit aller que vers la fabrication d'automates Eh bien, je pense que cette diversité des évolutions, surtout à toute échelle dans l'univers, et en particulier sur ce qui conduit au vivant lui-même. Mais bien sûr, on peut l'imaginer tout à fait autrement. Et la chose importante, c'est que ce que j'espère, c'est que dans les années, en tout cas les décennies qui viennent, mais peut-être les années qui viennent, on va passer de l'imagination à la validation. On se fait des représentations aujourd'hui qui sont très fortement bousculées parce que le heurt qu'il y a encore aujourd'hui entre les tenants forts de la pluralité des mondes, surtout d'ailleurs de l'autre côté de l'Atlantique, et nous-mêmes ici qui sommes plus ouverts quelque part à une certaine diversité, ce choc-là va se traduire, je pense, rapidement par des validations ou des affirmations expérimentales. Et c'est ça qui est remarquable, c'est que tout ce qui a été construit depuis, on va dire, une bonne dizaine d'années dans le spatial va permettre de faire des validations qui vont nous dire effectivement c'est plutôt comme ci que comme ça. Et tout ce que je veux ici, c'est que l'on s'habitue à cette idée que ça serait aussi extraordinaire, quelque part, de démontrer que la vie existe ailleurs que de démontrer qu'elle n'existe pas, pour notre propre évolution. Et en tout cas, au premier ordre, je pense qu'il faut qu'on s'habitue à cette idée que la vie, en tout cas telle qu'on la connaît, n'est possible que sur Terre. Moi, je suis un farouche opposant à la terraformation, cette idée que si ça ne va pas ici, on fera ailleurs. Non, on ne peut pas faire ailleurs, parce que ce que nous sommes ici est directement lié à ce que notre système a été capable de produire comme environnement dans lequel nous sommes. Cette terraformation, il y a plein de livres qui sortent ça en disant de toute manière, le jour où ceci, on ira sur Mars. Non, on n'ira pas sur Mars. On ne peut plus faire sur Mars ce que Mars n'a pas été capable de maintenir jusqu'à aujourd'hui. On ne va pas recréer une atmosphère martienne dans laquelle le vivant pourrait, etc. etc. Donc, cette idée-là, elle est optimiste quelque part, mais elle est lucide. C'est-à-dire qu'il faut faire avec ce que nous sommes. Et ce qui s'est construit patiemment par une succession d'étapes qu'on commence juste à déchiffrer. On est vraiment à l'âge zéro de cette science.
Une chose qui m'avait troublé quand André Braque était venu en 2008, c'était l'absence de parité dans les formes du carbone entre l'évogir et dextrogir. C'était pas 50-50, c'était, je ne sais plus si c'était l'évogir sur Terre et C'est l'évogir sur Terre. Oui. l'évogir sur Terre pour 10% et 90% le reste de l'univers dextrogir. Pour quelle raison est-ce qu'on sait depuis 2008 pourquoi? Et est-ce que ce n'est pas là un des éléments qui participerait au secret de l'émergence de l'existence, de la vie? À nouveau, peut-être, à partir du moment où il y a une diversité de formes possibles, il n'y a pas de raison, ça ne peut pas rester de manière stable à un niveau. Il y a toujours des fluctuations autour de tout équilibre, c'est le principe même du chaos. Il y a toujours des fluctuations. Qu'est-ce qui, à un moment donné, dans un univers racémique, dans un univers qui est homogène, autant de l'un que de l'autre, peut favoriser certaines espèces que d'autres? Il y a énormément de facteurs possibles. Il vient d'être démontré, il y a 1 an ou 2, par d'ailleurs une équipe de notre labo, que si les étoiles émettent un rayonnement qui, lui, comme on dit, est polarisé, comme on a des lunettes polarisées, c'est-à-dire dans un sens, eh bien, la polarisation du rayonnement va, de fait, polariser une partie des molécules qui vont évoluer dans cet environnement-là. Et cette polarisation-là va enrichir l'un par rapport à l'autre. Et dès que l'on a... Et donc, le fait qu'il y ait dans l'espace un excédent de l'un par rapport à l'autre est quelque chose d'assez normal parce qu'il y a des processus qui peuvent favoriser l'un par rapport à l'autre. Ce qui est remarquable, c'est qu'un processus comme le vivant, à partir du moment où il y a un petit écart, il va accroître cet écart pour éliminer complètement l'autre. Donc une caractéristique du vivant, ça a été par rapport à cette propriété-là, propriété optique des molécules, d'illuminer l'un pour garder l'autre. Mais on part d'un mélange qui n'est pas strictement équilibré, qui peut déjà avoir un tout petit enrichissement, et le vivant ne fait qu'augmenter l'écart en jouant sur une fluctuation, et cette fluctuation-là, elle a pu être stabilisée par un rayonnement ultraviolet, par exemple, du soleil jeune ou d'une étoile. Les résultats des analyses des échantillons qui vont se faire donc sur place, sur ce petit bout de comète, vont tomber quand par rapport au... Juste après, c'est-à-dire que ça va être tellement rapide qu'en 2-3 jours, on va faire les mesures. Elles ne vont pas être publiées tout de suite, mais si ça se passe avant Noël, vous saurez. Voilà. Et vous attendez à quoi? Pour le réveillon de Noël? J'ai pas fait ma lettre, mais en général, tout ce qu'on demande, on l'a. Donc, Excellent. Jean-Noël, une question encore. Oui, bonsoir. Merci, vous étiez vraiment passionnant. Oui, je qui suis vous là, êtes. certainement dans la lumière, vous ne me voyez pas. non, Alors moi, je vous souhaite que le 11 novembre, évidemment, tout se passe très bien. Mais je voudrais savoir, justement, selon les résultats qui vont découler des expériences du 11 novembre, comment va évoluer la vision ou l'idéologie de la recherche spatiale selon les résultats? Est-ce que vous arrivez à vous projeter déjà par rapport aux résultats qui pourraient découler des recherches? S'il faut répondre du meilleur binaire, je dirais non, parce qu'au fond de nous, quelque part, il y a cette idée que la réponse ne correspondra pas du tout à ce qu'on imagine. Et c'est quelque part l'espoir que l'on a. C'est qu'à nouveau, ce que je disais tout à l'heure, une bonne recherche démontre surtout que la question était mal posée. Peut-être qu'on a tort de poser la question comme ça. Peut-être que les composés qu'on va trouver n'ont pas de rapport à cela. Enfin, je ne sais pas. Donc, ce que je souhaite, en tout cas, je ne sais pas dans quel sens ça va aller, ce que je souhaite, c'est que les découvertes, effectivement, fassent rebondir cette notion de chimie nécessaire à l'émergence de la vie. Est-ce qu'on va avoir la capacité avec Rosetta de le faire? C'est un peu un rêve, quelque part, parce que c'est quand même, comme on l'a dit, des conditions très difficiles pour mesurer. Mais en fonction de ce qu'on va trouver, oui, bien sûr, on devrait orienter différemment les choses. Si on trouve que systématiquement, aussi bien au sol, et ce que je n'ai pas dit, bien sûr, c'est qu'il y a des expériences en orbite qui vont se faire, qui vont complémenter tout ça. On trouve des groupements fonctionnels particuliers. Il y a même des expériences sur la chiralité, dont on parlait tout à l'heure, qui vont être capables de nous dire si effectivement le matériau, il est déjà plutôt lévogir que dextrogir, des choses comme ça. Oui, j'espère en tout cas que ça va faire un bond considérable, peut-être pas à la biologie de base, mais en tout cas aux idées qu'on a un petit peu manipulées aujourd'hui, qui consistent à savoir comment les comètes ont pu jouer un rôle dans l'évolution vers le vivant, si ce n'est l'émergence du vivant lui-même. Donc, on se met là-dedans. Mais vous savez, moi, j'aime pas survendre les choses, donc j'ai pas envie de vous dire que Rosetta va répondre aux questions que l'humanité se pose depuis qu'elle existe.
voyez ce que je veux dire. Attendons, on va voir, on n'a plus quelques mois à attendre. Donc, on se revoit dès le 12 et puis on verra. Mais pour l'instant, je ne veux pas vous dire qu'en fonction de ça, ça va être la révolution dans le mode de pensée. Chaque fois qu'on a fait ça, on s'est planté. Donc, ce n'est pas par superstition, je dis ça. C'est qu'à nouveau, une bonne recherche découvre vers autre chose. Voilà, j'ai bien fait de l'amener, non? Non. C'est gentil. Et en tout cas, il a bien fait de venir. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Et donc, demain, dernier jour de cette session, je vous rappelle les rendez-vous, 19h, Elie During, philosophe, introduction à la vie antigravitationnelle. Et 21h30, Jean-Christophe Bailly, roboticien. Je ne sais pas si ces deux personnalités seront aussi folles que celles de ce soir, mais je pense qu'elles seront sûrement aussi intéressantes, aussi passionnantes. Je vous dis à demain, passez une belle nuit.